Si tu danses la valse, je nettoierai le salon. Ricana le millionnaire devant 200 invités. L'employé ravala ses larmes, mais quand l'orchestre commença à jouer, elle fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Le grand salon impérial de l'hôtel Beaumont scintillait comme si les étoiles étaient descendues du ciel pour se poser sur chaque lustre de cristal. 200 personnes vêtues des tissus les plus fins que l'argent pouvait acheter. Elles occupaient l'espace, leurs rires et leurs conversations se mêlant au doux murmure d'un orchestre qui accordait ses instruments pour l'événement le plus attendu de l'année, le bal annuel de bienfaisance de la Fondation Beaumont. Marianne Dubois marchait dans l'ombre du couloir de service, poussant un chariot rempli de produits de nettoyage. Ses mains, gantées de jaune de travail, tremblait légèrement tandis qu'elle observait par une fente de la porte l'éclat qu'elle ne pourrait jamais toucher. Elle avait 24 ans, mais ses yeux portaient le poids de toute une vie de sacrifice. « Dubois, j'ai besoin que vous nettoyiez le déversement dans l'aile. Tout de suite. » La voix cinglante de Madame Béatrice Leclerc, la superviseure de nettoyage, la tira de sa contemplation. « Oui, madame. » Immédiatement, Marianne prit son chariot et se dirigea vers l'endroit indiqué, mais son chemin l'obligea à traverser le bord du salon principal. Elle tenta d'être invisible, comme elle l'était toujours, comme sa grand-mère lui avait appris que les gens comme elle devaient l'être, des ombres utiles que le monde préférait ne pas voir. Mais cette nuit-là, le destin avait d'autres plans. Laurent Beaumont, l'hôte de l'événement et propriétaire du plus grand empire hôtelier du pays, se tenait au centre du salon, entouré d'une suite d'adulateurs. C'était un homme de 52 ans, aux cheveux grisonnants parfaitement coiffés en arrière, et avec ce genre de sourire que seul l'argent hérité et l'arrogance cultivée peuvent sculpter sur un visage. « Cette année, nous ferons un don de 3 millions à la Fondation », annonça-t-il d'une voix résonnante, s'assurant que tout le monde l'entende. « Parce que nous, ceux qui avons la fortune d'être nés avec des privilèges, devons aider les moins fortunés. » Les rires complaisants de ses invités remplirent l'air. Des coupes de champagne furent levées en guise de toast, puis l'une des roues du chariot de Marianne se coinça dans le bord du tapis. Le son ne fut pas fort, à peine un grincement métallique, mais à cet instant précis, l'orchestre avait cessé de jouer pour préparer la pièce suivante. Le silence amplifia le bruit, comme si c'eût été un coup de tonnerre. 200 têtes se tournèrent vers elle. Marianne sentit le sang quitter son visage. Elle tenta de libérer la roue par des mouvements discrets, mais plus elle tirait, plus elle semblait coincée. La panique commença à lui monter à la gorge comme du lierre vénéneux. « Qu'avons-nous là ?» La voix de Laurent Beaumont coupa le silence comme un couteau. Le millionnaire s'approcha à pas lents, délibéré, comme un prédateur ayant trouvé une proie facile. Ses invités le suivaient du regard, certains avec curiosité, d'autres avec l'anticipation cruelle de ceux qui aiment assister à l'humiliation d'autrui. « Monsieur Beaumont, je suis vraiment désolé. Je voulais juste… » Marianne tenta de s'expliquer, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge. « Vous venez juste d'interrompre l'événement le plus important de l'année. » Laurent la regarda de haut en bas avec un dédain à peine dissimulé. « Savez-vous combien coûte chaque seconde de cette soirée? Avez-vous une idée de qui sont les personnes présentes ce soir? »« Je suis désolé, monsieur. C'était un accident. »« Un accident ?» répéta Laurent en se tournant vers ses invités avec un sourire moqueur. Mademoiselle du Chariot dit que c'était un accident. Quelques rires nerveux éclatèrent dans l'assistance. Marianne sentait des centaines d'yeux se poser sur elle comme des aiguilles brûlantes. « Dites-moi, quel est votre nom ?» demanda Laurent, bien que son ton montra qu'il ne se souciait pas vraiment de la réponse. « Marianne, monsieur. Marianne Dubois. »« Bien, Marianne Dubois. » Le millionnaire prononça son nom comme si c'était quelque chose de sale. « Voyez-vous ce salon? Voyez-vous ces couples se préparant à danser la valse d'ouverture ?» Marianne hocha la tête, n'osant pas lever les yeux du sol en marbre. « C'est de l'art, de la culture, de la tradition. La valse viennoise exige des années de pratique, une grâce naturelle, une éducation raffinée. » Laurent fit une pause dramatique, des choses que des gens comme vous ne pourraient jamais comprendre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marianne pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, chaque pulsation lui rappelant sa place dans le monde. « Monsieur, s'il vous plaît, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît. » Quoi? Il se pencha vers elle, son haleine sentant le champagne cher. « Vous voulez danser? » C'est ça. Les rires éclatèrent dans tout le salon. Une femme près de Laurent faillit renverser sa coupe de tant rire. « L'employé de nettoyage veut danser la valse », s'exclama quelqu'un du fond. « Qu'elle danse avec sa serpillière ?» ajouta une autre voix. Marianne sentit les larmes menacées de s'échapper de ses yeux, mais elle refusa de leur donner cette satisfaction. Elle serra les poings dans ses gants jaunes avec tant de force que ses phalanges lui faisaient mal. Laurent sembla remarquer sa résistance, et quelque chose dans ses yeux brilla d'une malice renouvelée. « Faisons quelque chose d'intéressant », annonça-t-il en levant sa coupe pour capter l'attention de tous. « Cette jeune femme veut clairement faire partie de notre soirée. Pourquoi ne pas lui donner l'occasion ?» Des murmures de confusion parcoururent le salon.
Si tu danses la valse, je nettoierai le salon. » Laurent laissa échapper un rire tonitruant, regardant directement Marianne. « C'est mon offre. Si vous pouvez danser une valse décente, je prendrai moi-même votre chariot et nettoierai ce sol devant tous mes invités. » Les rires atteignirent un crescendo assourdissant. Certains invités applaudissaient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer le spectacle. « Allez, ne soyez pas timide, » continua Laurent en lui tendant la main dans une parodie d'invitation. « Montrez-nous ce qu'une employée de nettoyage sait faire sur une piste de danse. » Marianne voulait fuir. Chaque fibre de son être lui criait de courir, d'échapper à ce cauchemar, de retourner aux ombres où elle appartenait. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle avait gardé enfoui pendant des années, commença à s'éveiller en elle. Un souvenir. Elle avait 7 ans. Elle se tenait dans un studio de ballet, se regardant dans le miroir avec des yeux remplis de rêves. Sa grand-mère Eliane était assise dans un coin, souriant avec cette fierté silencieuse que seules les grand-mères connaissent. « Tu as le don, ma petite », lui avait dit sa grand-mère cette nuit-là. « La danse est dans ton sang. Ta mère était pareille. Quand elle dansait, le monde s'arrêtait pour regarder. » Marianne n'avait jamais connu sa mère. Elle était morte en lui donnant naissance, la laissant aux soins d'une grand-mère qui travaillait à nettoyer les maisons d'autrui pour payer les cours de ballet de sa petite fille. Pendant 10 ans, Marianne étudia la danse classique dans une petite académie du quartier. Elle était brillante, talentueuse, destinée à de grandes choses. Jusqu'à ce que l'académie ferme faute de fonds quand elle eut 17 ans, jusqu'à ce que sa grand-mère tombe malade et que les frais médicaux dévorent chaque centime, jusqu'à ce que les rêves deviennent le luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Maintenant, 7 ans plus tard, Marianne nettoyait les sols de personnes qui ne sauraient jamais ce que c'était que de tout sacrifier pour survivre. Eh bien, la voix impatiente de Laurent la ramena au présent. « Allez-vous danser ou allez-vous rester là comme une statue ?» Marianne leva les yeux pour la première fois. Ses yeux, humides et ardents, rencontrèrent ceux du millionnaire. « Je n'ai pas de partenaire », dit-elle d'une voix à peine audible. « Elle n'a pas de partenaire », répéta Laurent pour le plus grand plaisir de son public. Quelle excuse commode. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'un de mes invités sera disposé à... Non, attendez, oubliez ça. Personne ici ne voudrait... Je danserai avec elle. La voix surgit du fond du salon et toutes les têtes se tournèrent pour voir qui avait parlé. Un jeune homme d'une trentaine d'années marchait vers le centre du salon. Il portait un smoking impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il n'avait pas l'arrogance des autres invités. Ses yeux d'un brun profond regardaient Marianne non pas avec moquerie, mais avec quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. « Antoine !» Laurent fronça les sourcils. « Que fais-tu ?»« J'accepte ton défi pour elle, » répondit le jeune homme nommé Antoine. « Tu as dit que si elle danse une valse décente, tu nettoierais le salon. Je serai son partenaire. » Les murmures atteignirent un nouveau niveau. Marianne entendit des fragments de conversation. « N'est-ce pas le neveu de Beaumont qui est revenu d'Europe ? Pourquoi ferait-il une chose pareille ? »« Antoine, c'est ridicule !» siffla Laurent entre ses dents, perdant pour la première fois sa contenance. « C'est une blague, un divertissement. Tu n'as pas un pari. C'est un pari, oncle. » Antoine s'arrêta devant Marianne et lui tendit la main, cette fois avec une courtoisie sincère. « M'accorderez-vous cette danse, mademoiselle ?» Marianne regarda cette main tendue comme si c'était un mirage dans le désert. Tout en elle lui disait que c'était un piège, une autre façon de l'humilier. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme. Quelque chose qui lui rappelait sa grand-mère quand elle lui disait de ne jamais laisser personne lui voler sa dignité. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas de robe, je n'ai pas de chaussures appropriées. »« Non, vous n'avez besoin de rien de tout cela, » répondit doucement Antoine. « Vous avez juste besoin de danser. » À ce moment, l'orchestre commença à jouer les premiers accords du foie Beau Danube, Bleu foie de Strauss. C'était la valse d'ouverture, la pièce maîtresse de la soirée. Laurent Beaumont souriait avec supériorité. Il était sûr que cette employée se ridiculiserait, qu'elle trébucherait sur ses propres pieds, qu'elle confirmerait à tous que les gens de sa classe n'appartenaient pas à ces salons, sauf pour les nettoyer. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans ce salon ne pouvait imaginer, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Marianne prit la main d'Antoine. Ses gants jaunes contrastaient grotesquement avec l'élégant costume du jeune homme, mais il ne sembla pas le remarquer. Ou s'il le remarqua, cela ne lui importait pas. « Savez-vous danser ?» demanda-t-il à voix basse, juste pour elle. « J'avais l'habitude, » répondit Marianne, « il y a longtemps. Alors, rappelez-vous. » Les premiers couplets résonnèrent dans le salon. 200 personnes retenaient leur souffle, préparées au spectacle de voir une employée de nettoyage s'humilier publiquement. Mais quand Marianne fit son premier pas, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Son corps se souvint d'années d'entraînement, de sacrifices, d'amour pour l'art qui avait été son seul refuge pendant l'enfance. Ils s'éveillèrent dans chaque muscle, dans chaque fibre de son être. Les gants jaunes cessèrent d'importer.
L'uniforme de travail cessa d'exister. Il ne restait que la musique, le mouvement, la liberté absolue de se laisser emporter. Ses pieds glissaient sur le marbre comme s'ils étaient nés pour ce moment. Sa posture parfaite, sa grâce immaculée, chaque pirouette, chaque pas exécuté avec la précision d'une danseuse professionnelle. Le salon resta dans un silence absolu. Les téléphones qui avaient été sortis pour filmer son humiliation capturaient maintenant quelque chose de complètement différent. Les sourires moqueurs se transformaient en expressions d'étonnement. Les coupes de champagne restaient suspendues à mi-chemin vers des lèvres ouvertes d'incrédulité. Et Laurent Beaumont, pour la première fois de sa vie, perdit la couleur de son visage. Antoine guida Marianne avec la dextérité de quelqu'un qui connaissait aussi l'art de la danse, mais même lui semblait surpris par ce à quoi il assistait. Cette femme ne savait pas seulement danser, cette femme était exceptionnelle. Quand la musique atteignit son crescendo, Marianne exécuta une série de pirouettes qui laissèrent tout le monde sans voix. Son corps bougeait comme si la gravité n'existait pas, comme si l'air lui-même s'écartait pour lui faire place. Et puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la musique s'arrêta. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marianne était au centre du salon, respirant bruyamment, ses joues rougies, ses yeux brillants d'une chose qu'elle avait oubliée qui existait. La fierté. Antoine la tenait doucement, la regardant avec un mélange d'admiration et de curiosité qu'elle ne savait comment interpréter. Et puis, de quelque part au fond, quelqu'un commença à applaudir. L'applaudissement se répandit comme un feu. 1, 2, 10, 50, 200 personnes debout, ovationnant l'employé de nettoyage qui venait de danser comme une étoile, tous, sauf un. Laurent Beaumont restait immobile. Son visage était un masque de fureur à peine contenu. Ses mains tremblaient, non d'émotion, mais de rage. Cette femme, cette insignifiante employée, venait de l'humilier à son propre événement devant les personnes les plus importantes du pays. « Eh bien, mon oncle », la voix d'Antoine coupa les applaudissements. « Je crois que vous avez un salon à nettoyer. »« Oui, fort. » Les rires qui suivirent n'étaient plus cruels. Ils étaient d'un amusement sincère face au tournant inattendu des événements. Mais Marianne ne célébrait pas car en regardant le visage du millionnaire, elle vit quelque chose qui la fit frissonner. La vengeance, froide, calculée, patiente. Laurent Beaumont n'était pas le genre d'homme qui oubliait une humiliation et elle venait de devenir son ennemi. « Ce n'est pas fini », murmura le millionnaire si bas que seule Marianne put l'entendre. « Je vais vous détruire. Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, mais avant la fin de cette semaine, vous regretterez d'avoir jamais mis un pied dans mon salon. » Marianne sentit un frisson parcourir son dos, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Béatrice Leclerc apparut à ses côtés, la saisissant par le bras avec force. « Qu'avez-vous fait ?» siffla la superviseure. « Avez-vous une idée de ce que vous venez de provoquer ?»« J'ai juste dansé », répondit Marianne, bien que sa voix tremblât. « Non, petite sotte, vous venez de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants du pays. » Béatrice la regarda avec un mélange de peur et de ce qui aurait pu être du respect. « Et vous n'avez aucune idée de ce dont il est capable. » Tandis qu'elle était entraînée vers les couloirs de service, Marianne jeta un dernier coup d'œil au salon. Antoine l'observait avec une expression indéchiffrable. Les invités murmuraient entre eux et Laurent Beaumont était déjà au téléphone, parlant à quelqu'un avec une expression de détermination mortelle. Ce que personne ne savait, ce que Marianne commençait à peine à découvrir, c'est que ce moment n'était que le début, car enfoui dans son passé, il y avait des secrets qui connectaient son destin à celui de l'Empire Beaumont, d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Sa mère n'était pas simplement morte en couche, sa grand-mère n'avait pas été seulement une employée de maison, et Laurent Beaumont avait des raisons beaucoup plus profondes de la haïr que quiconque ne pouvait le soupçonner. La vérité était sur le point d'éclater, et quand elle le ferait, rien ne serait plus jamais pareil. Le couloir de service de l'hôtel Beaumont sentait le désinfectant et la peur. Marianne marchait, les jambes tremblantes, tandis que Béatrice Leclerc l'entraînait loin du salon principal, loin des applaudissements qui résonnaient encore comme un écho lointain. « Avez-vous une idée de ce que vous venez de faire ?» siffla la superviseure entre ses dents, son emprise ferme sur le bras de Marianne. « Avez-vous la moindre idée ? J'ai juste dansé », répéta Marianne, bien que sa voix sembla creuse même pour elle-même. « Vous avez juste dansé. » Béatrice s'arrêta brusquement, la tournant pour la regarder droit dans les yeux. « Vous avez publiquement humilié Laurent Beaumont, l'homme qui signe nos chèques, l'homme qui peut détruire la vie de n'importe qui d'un simple coup de téléphone. » Les mots tombèrent sur Marianne comme des pierres. L'adrénaline de la danse commençait à se dissiper, ne laissant qu'un vide glacé dans sa poitrine. « Il m'a humilié le premier », murmura-t-elle. « Et qu'est-ce que ça change ?» Béatrice laissa échapper un rire amer. « Il peut humilier qui il veut. C'est un Beaumont. Nous ne sommes personne, Marianne. Personne. Quand allez-vous comprendre cela ?» Avant que Marianne ne puisse répondre, la porte du couloir s'ouvrit avec un bruit sec. Une femme élégante d'environ 45 ans apparut sur le seuil. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Marianne,
et son expression mêlait curiosité et ce qui semblait être un amusement contenu. « Alors, vous êtes la célèbre danseuse », dit-elle d'une voix mélodieuse. « Tout le salon parle de vous. » Béatrice baissa immédiatement la tête en signe de soumission. « Madame Beaumont, je vous présente mes excuses pour le comportement de cette employée. » Elle était déjà en train d'être escortée hors des lieux. Marianne sentit un frisson en entendant le nom de famille. Une autre Beaumont. Pas si vite. La femme leva une main parfaitement manucurée. « Je veux lui parler seule. »« Mais, madame, monsieur Beaumont a donné des ordres spécifiques de « Mon mari donne beaucoup d'ordres », l'interrompit la femme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Adélaïde Beaumont et dans cet hôtel, mes ordres comptent aussi. » Béatrice hésita, clairement prise entre deux pouvoirs qu'elle ne savait comment équilibrer. Finalement, elle hocha la tête avec raideur et s'éloigna dans le couloir, non sans lancer à Marianne un regard d'avertissement. Adélaïde attendit que les pas de la superviseure disparaissent complètement. Puis, elle étudia Marianne avec une intensité qui la fit se sentir comme un spécimen sous un microscope. « Où avez-vous appris à danser comme ça ?» demanda-t-elle directement. « Dans une académie du quartier, il y a de nombreuses années. »« Quelle académie ?»« Académie Belle Étoile. Elle a fermé quand j'avais 17 ans. » Quelque chose changea sur le visage d'Adélaïde, un éclair de reconnaissance peut être, ou de quelque chose de plus profond que Marianne ne pouvait identifier. « Belle Étoile », répéta-t-elle lentement. « Et qui était votre professeur ?» Elle s'appelait Isabelle Moreau. Elle a fondé l'académie avec ses propres économies. Elle enseignait le ballet classique à des filles qui ne pouvaient pas se permettre des écoles chères. Le silence qui suivit fut si dense que Marianne pouvait entendre son propre cœur battre. Isabelle Moreau. Adélaïde prononça le nom comme une prière oubliée. « Savez-vous qui elle était vraiment ? C'était mon professeur et la meilleure personne que j'ai jamais connue après ma grand-mère. Isabelle Moreau a été première danseuse du Ballet National pendant 15 ans. » Adélaïde parla d'une voix qui tremblait légèrement. Elle a remporté des prix internationaux. Elle a dansé sur les scènes les plus prestigieuses du monde, puis, il y a 25 ans, elle a disparu du monde professionnel sans explication. Marianne sentit le sol bouger sous ses pieds. Madame Isabelle, son professeur d'enfance, avait été une star mondiale. « Je ne le savais pas », admit-elle. Elle n'a jamais parlé de son passé. Elle nous enseignait juste à danser avec amour. Parce qu'Isabelle a toujours été comme ça. Adélaïde détourna le regard vers la fenêtre, perdue dans ses souvenirs, généreuse jusqu'à la moelle, même quand le monde la traitait avec cruauté. « Vous la connaissiez ?» La question resta suspendue dans l'air. Adélaïde prit un long moment avant de répondre. « Isabelle Moreau était ma sœur aînée. » Le monde de Marianne bascula sur son axe. L'épouse de Laurent Beaumont était la sœur de son ancienne professeure de ballet. Les coïncidences s'accumulaient de manière qui défiait toute logique. « Ça veut dire que vous… » Marianne ne put terminer la phrase. « Ça signifie que j'ai vu en vous cette nuit quelque chose qui me l'a rappelé. » Adélaïde se tourna pour la regarder directement. La façon dont vous avez dansé, la grâce, la passion, l'abandon absolu. Cela ne s'apprend pas, Marianne. Cela s'hérite. Avant que Marianne ne puisse demander ce que cela signifiait exactement, le bruit de pas pressés interrompit la conversation. Un homme en costume sombre apparut dans le couloir. Son expression était urgente. « Madame Beaumont, votre mari vous demande immédiatement dans le salon principal. » Adélaïde soupira, toute la chaleur s'évaporant de son visage pour être remplacée par un masque de calme social. « Dites-lui que j'arrive. » Elle se tourna vers Marianne une dernière fois. « Cette conversation n'est pas terminée, mais pour l'instant, vous devez partir d'ici. Mon mari est furieux, et quand Laurent est furieux, personne n'est en sécurité. Où vais-je aller? Ce travail est tout ce que j'ai. »« Vous n'avez plus ce travail, » dit Adélaïde avec une honnêteté brutale. « Mon mari a déjà donné l'ordre de vous licencier. Mais cela ne signifie pas que votre histoire se termine ici. » Elle sortit une carte de son sac à main et la pressa dans la main de Marianne. « Venez me voir demain à cette adresse. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses sur votre mère, sur Isabelle, sur pourquoi le destin vous a amené exactement à cet endroit, à ce moment précis. Ma mère ?» Marianne sentit l'air quitter ses poumons. « Que savez-vous de ma mère ?» Mais Adélaïde s'éloignait déjà dans le couloir, ne laissant que l'écho de ses talons et 1 million de questions sans réponse. Marianne regarda la carte dans sa main. Elle était élégante, gravée de lettres dorées. Fondation Isabelle Moreau, pour les rêves qui méritent une chance. Une fondation au nom de son professeur, dirigée par l'épouse de l'homme qui venait de jurer de la détruire. Rien n'avait de sens, et en même temps tout commençait à s'assembler de manière terrifiante. Le son de voix qui s'approchait la tira de ses pensées. 2 agents de sécurité tournèrent le coin, leurs expressions professionnellement hostiles. « Marianne Dubois ?» demanda le plus grand. « Oui. Veuillez nous accompagner. Monsieur Beaumont veut vous voir, avant que vous ne quittiez les lieux. » Le cœur de Marianne s'accéléra. Elle s'était attendue à être escortée hors du bâtiment, mais être ramenée vers l'homme qui avait promis de la détruire
était quelque chose de complètement différent. Ils la conduisirent non pas vers le salon principal, mais vers un ascenseur privé qui la mena plusieurs étages plus haut. Les portes s'ouvrirent sur un bureau qui occupait tout un étage de l'hôtel. Des fenêtres du sol au plafond montraient la ville brillant comme un tapis de bijoux sous le ciel nocturne. Et au centre de tout ce luxe, Laurent Beaumont attendait, assis derrière un bureau en acajou massif. « Laissez-nous seuls », ordonna-t-il au garde sans lever les yeux des documents qu'il faisait semblant de réviser. Quand la porte se referma, le silence devint assourdissant. Marianne resta debout, refusant de montrer la peur qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Finalement, Laurent leva les yeux. Ses yeux n'avaient plus la fureur explosive des minutes précédentes. Maintenant, il y avait quelque chose de pire, un calme calculé qui promettait des conséquences soigneusement planifiées. « Asseyez-vous », désigna-t-il une chaise devant le bureau. « Je préfère rester debout. » Un lent sourire se dessina sur le visage du millionnaire. « Comme vous voulez, ce sera bref de toute façon. » Il se leva et se dirigea vers le bar, se servant un whisky avec des mouvements délibérés. « Savez-vous ce qui est le plus intéressant dans cette soirée, Marianne Dubois ?» Il prononça son nom comme s'il le savourait. « Ce n'est pas que vous ayez bien dansé. N'importe qui peut apprendre à danser avec suffisamment de pratique. L'intéressant, c'est que vous m'avez défié publiquement, que vous m'avez regardé dans les yeux et décidé que vous pouviez gagner. Je ne voulais rien gagner, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas ?» Laurent se tourna pour la regarder. « Vous auriez pu baisser la tête, vous excuser, disparaître dans l'ombre comme le font toutes les personnes de votre condition. Mais vous avez choisi de vous battre. J'ai choisi de danser. Il y a une différence. Pour moi, il n'y en a pas. » Il but une gorgée de son whisky. « Voyez-vous, Marianne, dans mon monde, il y a deux types de personnes. Celles qui connaissent leur place et celles qui ont besoin de la prendre. Vous appartenez clairement au second groupe. » Il s'approcha d'elle lentement, s'arrêtant à peine à 1 mètre de distance. « J'ai tout recherché sur vous ces 20 dernières minutes. Marianne Dubois, 24 ans, orpheline de mère, élevée par sa grand-mère Eliane Dubois, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, sans éducation universitaire, sans biens, sans famille, sauf une vieille femme malade qui dépend entièrement de vous. » Chaque mot était comme un poignard s'enfonçant dans la poitrine de Marianne. Il savait pour sa grand-mère, il connaissait sa vulnérabilité. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle réussit à peine à garder ferme. « Je veux que vous compreniez quelque chose de très simple. » Laurent se rassit, croisant les mains sur le bureau. « Vous n'obtiendrez pas un autre emploi dans cette ville. Aucun hôtel, aucun restaurant, aucune entreprise de nettoyage ne vous embauchera jamais. Je m'en assurerai personnellement. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas, et je faire ça. » Il laissa échapper un bref rire. « Marianne, j'ai construit cet empire à partir de rien. J'ai des contacts dans chaque industrie, dans chaque secteur, dans chaque recoin de ce pays. Un mot de ma part et des portes que vous ne saviez même pas exister se fermeront pour vous définitivement. » Marianne sentit les murs se refermer autour d'elle. La peur qu'elle avait réussi à maîtriser commençait à se transformer en panique. « Mais je suis un homme raisonnable, » continua Laurent. « Alors je vais vous donner une option. Vous pouvez quitter ce bureau, faire face aux conséquences de vos actions et voir votre vie s'effondrer pièce par pièce. Ou, il fit une pause dramatique, appréciant clairement le pouvoir qu'il exerçait, ou vous pouvez faire quelque chose de très simple pour moi. Une excuse publique. Demain, devant les caméras, vous direz que tout était un malentendu, que je ne vous ai jamais humilié, que la danse était une plaisanterie convenue entre nous deux. Vous laverez mon nom, et en échange, je vous laisserai tranquille. Vous voulez que je mente. Je veux que vous soyez intelligente. » Laurent se pencha en avant. « Pensez à votre grand-mère, Marianne. Pensez aux médicaments dont elle a besoin, aux soins que vous ne pourrez pas payer si vous n'avez pas de travail. Votre fierté vaut-elle autant que son bien-être ?» Les mots frappèrent exactement où il voulait. Marianne pensa à Eliane, à ses mains ridées, à son sourire fatigué, aux nuits qu'elle passait éveillée à tousser tout en faisant semblant que tout allait bien. Sa grand-mère avait tout sacrifié pour elle. Marianne ne devrait-elle pas faire de même? Et si j'accepte? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Comment saurais-je que vous tiendrez parole? Vous ne le saurez pas, Laurent sourit. Mais c'est votre meilleure option, votre seule option en fait. Le silence s'étendit entre eux comme un abîme. Marianne pouvait sentir le poids de la décision écrasant ses épaules, compressant sa poitrine jusqu'à ce que respirer devienne difficile. Et puis, au milieu de cette obscurité, elle entendit la voix de sa grand-mère dans sa mémoire. « Ne laisse jamais personne te voler ta dignité, ma petite, car quand tu perds ta dignité, il ne reste plus rien qui vaille la peine d'être défendu. » Marianne leva les yeux et rencontra ceux de Laurent. « Non. » Le mot sortit clair, ferme, définitif. « Je ne m'excuserai pas. » Le millionnaire cligna des yeux, sincèrement surpris. « J'ai dit non. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas m'humilier pour protéger votre ego. »
Laurent se leva lentement, son expression passant de la surprise à une fureur glaciale. « Vous faites la plus grande erreur de votre vie. Peut-être. » Marianne sentit un étrange calme descendre sur elle. « Mais au moins, je pourrais me regarder dans le miroir demain. » Pouvez-vous en dire autant? Le visage de Laurent se contracta de rage. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit. Antoine Beaumont entra sans s'annoncer. Son expression indéchiffrable, mais sa posture clairement tendue. « Mon oncle, j'ai besoin de vous parler maintenant. »« Non, Antoine, je suis occupé. C'est urgent. » Antoine regarda brièvement Marianne avant de reporter son attention sur son oncle. « Il s'agit de ce que j'ai trouvé dans les archives de la Fondation. » Sur l'ancienne académie de ballet, quelque chose changea sur le visage de Laurent. Un éclair d'alarme rapidement dissimulé. « Cela peut attendre. »« Non, cela ne peut pas. » Antoine s'approcha du bureau. « J'ai trouvé des documents, mon oncle. Des documents qui expliquent pourquoi vous avez fermé l'Académie Belle Étoile il y a 7 ans. Des documents qui lient cette décision au nom Dubois. » Marianne sentit le sol disparaître sous ses pieds. Laurent avait fermé l'académie de son professeur. Son académie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La voix de Laurent était de la glace pure. Je crois que si. Antoine sortit un dossier de sa veste. Et je crois que mademoiselle Dubois mérite de savoir la vérité sur pourquoi sa vie a été détruite il y a 7 ans. Le silence qui suivit fut le plus lourd que Marianne ait jamais expérimenté. Laurent regardait son neveu avec un mélange de fureur et de ce qui aurait pu être de la peur. Antoine tenait le dossier comme s'il s'agissait d'une arme chargée, et Marianne, debout entre deux mondes qui commençaient à entrer en collision, comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé était sur le point de s'effondrer. La vérité qui avait été enterrée pendant 7 ans allait enfin émerger à la surface, et quand elle le ferait, personne dans cette pièce ne serait plus jamais le même. Le dossier entre les mains d'Antoine semblait contenir le poids de 1000 secrets. Marianne observait l'échange entre l'oncle et le neveu, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « Donnez-moi ces documents. » Laurent tendit la main, sa voix transformée en glace. « Tout de suite. Pas avant qu'elle n'entende la vérité. » Antoine resta ferme, se positionnant subtilement entre son oncle et Marianne. « J'ai passé des semaines à enquêter sur les finances de la fondation familiale. J'ai trouvé des irrégularités qui m'ont mené à des archives censées avoir été détruites il y a des années. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Laurent fit un pas en avant. « Vous détruisez cette famille pour une inconnue. Je cherche la justice. Quelque chose que cette famille a oublié il y a longtemps. » Marianne sentait qu'elle assistait à quelque chose de bien plus grand qu'une simple dispute familiale. Il y avait des couches de ressentiment, de douleurs anciennes, de vérités enfouies qui luttaient enfin pour sortir à la surface. Qu'y a-t-il dans ces documents? Sa propre voix la surprit. Elle sortit ferme, claire, exigeant des réponses. Antoine la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration mêlée de tristesse. La raison pour laquelle votre vie a changé il y a 7 ans, il ouvrit le dossier. L'Académie Belle Étoile n'a pas fermé faute de fonds, Marianne. Elle a été fermée délibérément. C'est un mensonge. Laurent l'interrompit. L'Académie a fait faillite parce que c'était une entreprise mal gérée. L'Académie a été achetée anonymement 3 mois avant de fermer. Antoine sortit un document et le tint en l'air. L'acheteur a utilisé une société écran qui, après de nombreuses couches de bureaucratie, finit par se connecter à Investissement Beaumont SA. L'air quitta les poumons de Marianne. Laurent avait acheté l'Académie juste pour la détruire. Pourquoi? La question sortit comme un murmure. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Parce que Isabelle Moreau était plus qu'une simple professeure de ballet, continua Antoine, ignorant les protestations de son oncle. C'était la femme que mon père a aimée avant d'épouser ma mère, et quand elle l'a rejetée pour se consacrer à son académie, il ne l'a jamais surmontée. Votre père est mort. Antoine. Laurent cracha les mots. N'entachez pas sa mémoire avec des fantasmes. Mon père est mort il y a 15 ans, mais ses journaux ont survécu. Antoine sortit un autre document. Je les ai trouvés dans le coffre-fort que vous n'avez jamais ouvert après ses funérailles. Des pages entières dédiées à Isabelle, à son obsession pour elle, à ses plans de vengeance quand elle a choisi le ballet plutôt que lui. Marianne essayait de traiter toutes ces informations. Le père d'Antoine avait été obsédé par son professeur de ballet, mais c'était il y a des décennies. Qu'est-ce que cela avait à voir avec elle? Cela n'explique pas pourquoi il me hait, moi, dit-elle. Je ne connaissais même pas son père. Le silence qui suivit fut différent, plus lourd, plus dangereux. Antoine échangea un regard avec son oncle, et pour la première fois, Marianne vit quelque chose qui ressemblait à de la peur dans les yeux du millionnaire. Dites-lui, Antoine insista. Ou je le ferai. Vous n'avez pas le droit. Laurent tremblait de fureur contenue. Ce sont des affaires de famille qui ne la concernent pas. Elles la concernent plus que quiconque dans cette pièce. Ça suffit. Marianne éleva la voix, se surprenant elle-même. Quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe maintenant.
Antoine respira profondément avant de continuer. Mon père, Armand Beaumont, a eu une relation avec Isabelle Moreau quand ils étaient jeunes. Elle est tombée enceinte. Le monde s'arrêta. Isabelle n'a jamais eu d'enfant. Marianne secoua la tête. Elle me l'aurait dit. Isabelle a eu une fille. Antoine parla doucement. Une enfant née en secret et confiée à une femme de confiance pour la protéger de la famille Beaumont. Cette femme s'appelait Éliane Dubois. Les genoux de Marianne cédèrent. Elle dut s'accrocher au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Sa grand-mère, Éliane, la femme qui l'avait élevée, qui lui avait appris à être forte, qui avait tout sacrifié pour elle. Non. Le mot sortit comme un gémissement. Ma mère était la fille de ma grand-mère. Elle l'a toujours été. Votre mère a été adoptée par Éliane quand elle était nouveau-née. Antoine s'approcha prudemment. Éliane travaillait pour la famille d'Isabelle. C'était la seule personne en qui elle avait confiance pour protéger son bébé. Alors, ma mère était... Marianne ne put terminer la phrase. Votre mère était la fille d'Isabelle Moreau et d'Armand Beaumont. Antoine hocha la tête. Ce qui signifie que vous êtes l'arrière-petite-fille du fondateur de l'Empire Beaumont. Vous êtes de la famille, Marianne. Vous l'avez toujours été. Laurent frappa le bureau des deux mains. Mensonge. Tout cela, ce sont des mensonges inventés pour me détruire. Alors, pourquoi avez-vous fermé l'académie quand Marianne avait 17 ans? Antoine se tourna vers son oncle avec une expression accusatrice. Pourquoi avez-vous payé pour que tous les registres de naissance de cette époque soient scellés? Pourquoi avez-vous passé les 24 dernières années à vous assurer que personne ne fasse le lien? Aurore. Le nom frappa Marianne comme un éclair. C'était le nom de sa mère, Aurore Dubois, la femme qui était morte en lui donnant la vie. Ma mère. Les larmes commençaient à troubler sa vision. Vous saviez qui était ma mère? Laurent ne répondit pas, mais son silence fut plus éloquent que n'importe quelle confession. La nuit du bal, quand je vous ai vu entrer dans le salon, le millionnaire parla finalement, sa voix étrangement vide. J'ai su immédiatement qui vous étiez. Vous avez ces yeux, les mêmes yeux qu'Aurore, les mêmes yeux qu'Isabelle. Pourquoi? Marianne sentit les larmes couler sur ses joues. Pourquoi détruire l'académie? Pourquoi haïr ma famille? Parce qu'Aurore aurait dû être mienne. Les mots de Laurent sortirent chargés d'un ressentiment ancien. Quand mon frère est mort, j'étais l'héritier naturel de l'Empire. Mais j'aurais aussi dû hériter de tout le reste. Le respect, le pouvoir, l'amour. J'ai cherché Aurore quand j'ai découvert son existence. Je lui ai tout offert, de l'argent, une position, un avenir brillant. Elle n'avait qu'à reconnaître sa lignée Beaumont et m'épouser. Vous épouser? Marianne eut des nausées. C'était votre nièce, votre demi-nièce. Laurent corrigea froidement. Et dans des familles comme la nôtre, ces détails ont été ignorés pendant des générations pour maintenir la fortune unie. Elle vous a rejeté, Antoine intervint. Comme Isabelle a rejeté mon père et vous ne l'avez jamais surmonté. Aurore a choisi un sans personne. Laurent cracha les mots. Un mécanicien sans éducation, sans avenir, sans rien à offrir, sauf des promesses vides. Elle l'a épousé en secret, est tombée enceinte et est morte en donnant naissance à... Elle désigna Marianne avec dédain. À cela. À moi, compléta Marianne, sa voix retrouvant de la force. Elle est morte en me donnant la vie et vous avez passé 24 ans à me haïr pour cela. Je vous ai ignoré pendant 24 ans. Laurent corrigea. J'ai payé Éliane pour qu'elle se taise. J'ai payé pour que les registres disparaissent. J'ai payé pour que l'académie ferme et qu'Isabelle perde tout ce qu'elle aimait. J'ai fait tout mon possible pour effacer toute trace de cette branche honteuse de la famille. Mais vous n'avez pas compté sur le fait qu'elle apparaîtrait dans votre propre hôtel. Antoine ajouta, dansant exactement comme Isabelle le faisait, vous défiant exactement comme Aurore l'a fait. Marianne traitait chaque révélation comme des coups physiques. Sa mère avait été une Beaumont. Son arrière-grand-mère avait été une étoile du ballet. Son professeur avait été son arrière-grand-tante. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était un mensonge construit sur d'autres mensonges. Ma grand-mère savait tout ça? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Éliane a été la gardienne de tous ses secrets pendant des décennies. Antoine hocha la tête. Isabelle lui a confié Aurore pour la protéger. Quand Aurore est morte, Éliane vous a protégé avec la même dévotion. Elle ne m'a jamais rien dit parce que Laurent l'a menacée. Antoine regarda son oncle avec mépris. Il lui a dit que si jamais elle révélait la vérité, il détruirait tout ce qui restait. L'académie, les souvenirs d'Isabelle, même vous, c'était une menace vide. Laurent se défendit. Je n'aurais jamais fait de mal à une vieille femme. Vide? Marianne sentit la rage remplacer la douleur. Vous avez détruit l'académie. Vous avez détruit les rêves de centaines de filles. Vous avez détruit mon avenir et vous dites que c'était une menace vide? J'ai détruit une entreprise en faillite. Rien de plus. Vous avez détruit l'héritage d'Isabelle. La voix d'une femme interrompit depuis la porte. Tous se tournèrent. Adélaïde Beaumont était sur le seuil. Son expression était un mélange de douleur et de détermination que Marianne n'avait jamais vu auparavant. Adélaïde, cela ne vous concerne pas. Laurent tenta de reprendre le contrôle.
Cela me concerne plus que quiconque. Adélaïde entra dans le bureau à pas décidés. Isabelle était ma sœur, la seule vraie famille que j'ai eue, et vous m'avez fait croire pendant des années que son académie avait échoué par mauvaise gestion. Vous ne saviez pas. Je ne savais pas pourquoi vous m'avez menti. Adélaïde éleva la voix pour la première fois. Comme vous m'avez menti surtout pendant 30 ans de mariage, sur Aurore, sur votre obsession de contrôler chaque aspect de cette famille, sur votre besoin pathologique de détruire tout ce que vous ne pouvez pas posséder. Adélaïde, calmez-vous. Non. Son épouse le regarda avec des yeux brillants de larmes contenues. Je ne vais pas me calmer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi ma sœur s'était éloignée de moi avant de mourir. Pourquoi elle avait cessé de m'appeler, de m'écrire, de me faire confiance. Maintenant je comprends. Elle avait peur que vous découvriez où était sa petite fille. Elle se tourna vers Marianne et son expression s'adoucit. Votre arrière-grand-mère Isabelle est morte il y a 3 ans. Ses dernières paroles étaient pour vous. Elle m'a demandé de vous trouver, de vous dire la vérité, de vous rendre ce qui vous appartient, mais je ne savais pas qui vous étiez. Je ne savais pas où vous cherchez. Isabelle savait pour moi, Marianne pouvait à peine parler. Elle a toujours su. Eliane lui envoyait des photos de vous chaque année. Isabelle les gardait dans un album qu'elle a gardé caché jusqu'à la fin. Adélaïde sortit un petit livre de son sac à main. Cet album me l'a donné avant de mourir. Regardez la dernière page. Avec des mains tremblantes, Marianne ouvrit l'album. Des pages remplies de photos d'elle, bébé, enfant, adolescente, dansant à l'académie. Et sur la dernière page, une lettre écrite d'une écriture tremblante. À ma chère arrière-petite-fille Marianne, si tu lis ceci, cela signifie que la vérité t'a enfin trouvé. Je regrette de ne pas avoir pu te connaître en personne, te serrer dans mes bras, t'enseigner tout ce que je sais, mais je t'ai observé grandir de loin et chaque fois que tu dansais, je voyais ta mère en toi. Je me voyais en toi. Tu es une Beaumont par le sang, mais tu es une Moreau par l'esprit. Ne laisse jamais personne t'enlever cela. Ne laisse jamais l'argent ou le pouvoir définir ce qui vaut plus que toute fortune. J'espère que tu enseigneras la même chose au monde. Avec tout mon amour éternel, ton arrière-grand-mère Isabelle. Les larmes coulaient librement sur le visage de Marianne. Toute une vie de questions, de vide, de se sentir incomplète. Elle avait enfin des réponses. Cela ne change rien. Laurent interrompit le moment. Il n'y a pas de preuve légale, pas de document officiel. C'est la parole d'une vieille femme morte contre la mienne. Vous vous trompez. Antoine sourit pour la première fois. Isabelle a laissé plus que des lettres et des photographies. Elle a laissé un testament qui nomme son unique arrière-petite-fille, Marianne Dubois, comme héritière universelle de tous ses biens, y compris les 40% des actions originales d'entreprise Beaumont que mon grand-père a donné à Isabelle en compensation de l'abandon de mon père. Le visage de Laurent perdit toute couleur. C'est impossible. Ces actions ont été annulées il y a des décennies. Elles ont été cachées, pas annulées. Antoine sortit un autre document. Et maintenant que Marianne est majeure et que la vérité a éclaté, ces actions sont légalement les siennes. Marianne regardait les documents sans en comprendre pleinement la signification. Action, héritage. Il y a 1 heure, elle était une employée de nettoyage. Maintenant, apparemment, elle était l'héritière d'une fortune. Je ne veux pas de leur argent, dit-elle finalement. Je ne veux rien de cette famille. Ce n'est pas leur argent, Adélaïde parla doucement. C'est l'héritage d'Isabelle, votre héritage, ce qu'elle voulait que vous ayez pour construire votre propre avenir. Et il y a autre chose. Antoine ajouta. Parmi les biens d'Isabelle se trouve le terrain où se trouvait l'Académie Belle Étoile. Légalement, il ne lui a jamais cessé d'appartenir. La vente que Laurent a orchestrée était frauduleuse. Marianne sentit quelque chose de nouveau naître dans sa poitrine. Ce n'était ni de la rage, ni de la douleur. C'était de l'espoir. La possibilité de reconstruire quelque chose qui avait été détruit injustement. « Pourrais-je rouvrir l'Académie » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Vous pourriez faire bien plus que cela. » Adélaïde prit ses mains. « Vous pourriez réaliser le rêve d'Isabelle. Créer un lieu où des filles comme vous, sans ressources, mais avec un talent infini, puissent apprendre à danser où les rêves ne meurent pas faute d'argent. » Pour la première fois de cette nuit interminable, Marianne sourit, mais Laurent Beaumont n'avait pas terminé. Son expression s'était transformée en quelque chose de sombre, de calculateur, de dangereux. « Ce n'est pas fini, » dit-il d'une voix qui promettait la destruction. « Je vais me battre pour chaque document, chaque clause, chaque centime, et quand j'aurai fini, il ne restera rien de ce soi-disant héritage. Alors, préparez-vous pour le combat de votre vie. » Marianne leva les yeux et fit face à l'homme qui avait tant détruit. « Parce que je ne suis plus la petite fille effrayée qui nettoyait vos sols. Je suis l'arrière-petite-fille d'Isabelle Moreau, et je vais récupérer tout ce que vous nous avez volé. » Le défi resta suspendu dans l'air comme une déclaration de guerre. Et quelque part dans la ville, une vieille femme nommée Eliane se réveilla d'un sommeil agité, sentant que le moment qu'elle avait craint et attendu pendant 24 ans
était enfin arrivé. La vérité était libre. Maintenant commençait la vraie bataille. Il était 3 heures du matin quand Marianne arriva enfin au petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère en banlieue. Ses jambes tremblaient d'épuisement, mais son esprit ne pouvait s'arrêter. Chaque révélation de cette nuit tournait dans sa tête comme un tourbillon imparable. La lumière de la cuisine était allumée. Marianne sentit un nœud se former dans son estomac. Sa grand-mère ne restait jamais éveillée si tard. Ses médicaments la faisaient dormir profondément dès 21 heures. Elle poussa la porte avec précaution et trouva Eliane assise à la table de la cuisine, une ancienne boîte en bois devant elle. Ses mains ridées reposaient sur le couvercle, comme si elle avait attendu ce moment pendant des décennies. « Grand-mère, que faites-vous debout ?» Marianne s'approcha, inquiète. « Vous devriez vous reposer. Je savais que tu viendrais avec des questions. » Eliane leva les yeux, et Marianne vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant dans ses yeux fatigués. Un soulagement. « Je l'ai senti dans mes os, ma petite. Cette nuit, quelque chose a changé. Grand-mère, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. » Marianne s'assit en face d'elle. « Tout ce que vous m'avez caché pendant 24 ans. » Eliane hocha la tête lentement, comme si un poids invisible se levait enfin de ses épaules. « Je savais que ce jour viendrait. » Elle ouvrit la boîte en bois avec des doigts tremblants. « J'ai prié pendant des années pour avoir la force de te le raconter moi-même, avant que d'autres ne le fassent avec leurs propres versions empoisonnées. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient des photographies jaunies, des lettres attachées avec des rubans usés et un petit médaillon en argent que Marianne n'avait jamais vu. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? L'histoire de ta vraie famille. » Eliane prit une photographie et la lui tendit. « C'est Isabelle Moreau. Elle avait 19 ans quand je l'ai rencontrée. Je travaillais comme employé chez ses parents. » Marianne observa l'image. Une jeune femme magnifique, aux yeux brillants de vie et un sourire qui promettait des conquêtes. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qu'elle voyait chaque matin en se regardant dans le miroir. « C'était la danseuse la plus talentueuse que le pays ait jamais vue, » continua Eliane. « Mais c'était aussi la femme la plus triste, parce qu'elle aimait un homme qui ne pouvait pas l'aimer en retour, Armand Beaumont. » « Alors, on vous l'a déjà raconté ?» Eliane soupira. « Oui, Armand était le fils aîné de la famille la plus puissante de la région. Beau, charismatique, héritier d'une immense fortune. Isabelle est tombée amoureuse de lui quand ils avaient tous deux 17 ans. Et lui, il l'aimait aussi à sa manière. » Eliane prit une autre photographie, celle d'un jeune homme à l'expression arrogante. Mais les Beaumont avaient d'autres plans pour leur héritier. Un mariage arrangé avec la fille d'un homme d'affaires européen, l'argent épousant l'argent, comme cela a toujours été dans ces familles. Alors Isabelle est tombée enceinte. Ce fut un scandale qui faillit détruire les deux familles. Eliane ferma les yeux, se souvenant. Les parents d'Isabelle voulaient qu'elle se débarrasse du bébé. Les Beaumont offrirent de l'argent pour qu'elle disparaisse, mais Isabelle refusa. Elle dit que ce bébé était la seule chose pure qui était sortie de tant de douleur. Marianne sentait les larmes s'accumuler, mais elle devait tout entendre. Et que s'est-il passé ? Isabelle a accouché en secret dans une petite clinique loin de la ville. J'étais avec elle cette nuit-là. J'ai tenu sa main pendant qu'elle mettait au monde la plus belle créature que j'ai jamais vue. La voix d'Eliane se brisa. Ta mère, Aurore. Le nom flotta dans l'air comme une caresse. Isabelle savait qu'elle ne pouvait pas la garder, continua Eliane. Si les Beaumont découvraient l'existence d'Aurore, ils l'utiliseraient comme monnaie d'échange. Ils la transformeraient en pion de leur jeu de pouvoir. Alors elle m'a demandé la plus grande faveur que personne ne m'ait jamais demandée. Que vous l'éleviez comme la vôtre, que je l'aime comme la mienne, corrigea doucement Eliane. Et je l'ai fait, Marianne. À partir du moment où Aurore est arrivée dans mes bras, elle était ma fille pour tout ce qui compte. Je l'ai élevée avec tout ce que j'avais, ce qui n'était pas beaucoup, mais c'était honnête. Marianne prit la main de sa grand-mère, sentant les os fragiles sous la peau ridée. Aurore savait la vérité. Je le lui ai raconté quand elle a eu 18 ans. Eliane hocha la tête. J'ai pensé qu'elle méritait de savoir d'où elle venait. J'ai pensé qu'elle voudrait connaître Isabelle, réclamer son héritage, vivre la vie qui lui revenait de droit. Et qu'a-t-elle fait ? Un sourire triste traversa le visage de la vieille femme. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais la seule mère dont elle avait besoin, que l'argent des Beaumont était entaché de trop de douleur, qu'elle préférait être pauvre et libre que riche et enchaînée à cette famille. Marianne sentit une vague de fierté pour la mère qu'elle n'avait jamais connue. Mais alors elle a rencontré ton père, continua Eliane. Pierre Dubois, un mécanicien qui travaillait dans le garage près de l'endroit où Aurore donnait des cours de danse aux enfants du quartier. Ma mère donnait des cours de danse, elle a hérité du talent d'Isabelle. Eliane sourit avec nostalgie. Elle dansait comme si l'air lui-même s'écartait pour lui faire place. Exactement comme toi cette nuit, d'après ce que j'ai entendu. Comment le savez-vous ? Parce que Laurent Beaumont m'a appelé il y a 3 heures. L'expression d'Eliane se durcit, criant, menaçant, exigeant que je garde le silence, comme il l'a fait pendant les 24 dernières années. Il vous a menacé tout ce temps ?
Depuis le jour où Aurore est morte, Eliane sortit une lettre de la boîte. C'est la première menace que j'ai reçue. Elle est arrivée 3 jours après les funérailles de ta mère. Marianne prit la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture était froide, calculée, dénuée d'humanité. Madame Dubois, l'existence de l'enfant est un problème qui peut être résolu de plusieurs manières. Je vous suggère de choisir la manière silencieuse. Gardez la créature loin de toute connexion avec le nom Beaumont, et vous pourrez toutes deux vivre vos petites vies en paix. Sinon, vous découvrirez qu'il existe des destins pires que la pauvreté. Laurent Beaumont. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Marianne sentit la rage se mêler à la douleur. Pourquoi m'avez-vous laissé croire que nous étions simplement pauvres, que nous n'avions personne, parce que je te protégeais? Les larmes coulèrent finalement sur les joues ridées d'Eliane. Laurent Beaumont est un homme sans scrupules. S'il avait su que tu connaissais la vérité, il aurait trouvé des moyens de te faire du mal, de nous faire du mal à toutes les deux, mais nous avons vécu dans la misère, grand-mère. J'ai travaillé à nettoyer des sols depuis mes 6 ans, j'ai abandonné mes rêves de danse parce que nous ne pouvions pas payer l'académie. L'académie qu'il a fermée précisément pour que tu ne puisses pas danser, révéla Eliane. Quand Laurent a découvert que tu étudiais à l'école d'Isabelle, il a remué ciel et terre pour la détruire. Il ne pouvait pas permettre que tu développes ton talent. Il ne pouvait pas risquer que le monde voie en toi ce qu'il voyait. La preuve vivante des secrets de sa famille. L'ampleur de la cruauté de Laurent frappa Marianne comme une vague glaciale. Ce n'avait pas été de la malchance, ce n'avait pas été le destin, cela avait été un sabotage délibéré, calculé, impitoyable. Y a-t-il autre chose? Eliane parla d'une voix à peine audible. Quelque chose que même Antoine ne sait pas, quelque chose que seuls Isabelle et moi connaissions. Quoi? La vieille femme sortit le médaillon en argent de la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 2 minuscules photographies, une d'Aurore et une d'un bébé nouveau-né. Ta mère n'est pas morte en couche, Marianne. Le monde s'arrêta. Que dites-vous? Aurore a eu un accouchement difficile, c'est vrai, mais elle a survécu. Elle est restée consciente pendant 3 jours après ta naissance. Elle te tenait dans ses bras, te chantait des chansons, te promettait qu'elle te donnerait le monde. Alors, comment est-elle morte? Eliane ferma les yeux comme si les mots suivants étaient trop lourds à prononcer. La nuit du 3e jour, nous avons reçu une visite. Laurent Beaumont est apparu à l'hôpital. Il avait découvert où nous étions. Il est venu avec des avocats, avec des menaces, avec des offres qui étaient plus des insultes que des propositions. Que voulait-il? Toi. Eliane ouvrit les yeux et il contenait une douleur que 24 ans n'avaient pas réussi à éteindre. Il voulait t'emmener. Il disait que comme Aurore refusait de l'épouser, au moins l'enfant devait être élevé comme une Beaumont. Il voulait t'arracher des bras de ta mère et faire de toi son héritière, sa possession. Et ma mère, Aurore a refusé. Elle lui a crié qu'elle ne permettrait jamais à un monstre comme lui de toucher sa fille. Elle lui a dit des vérités que personne n'avait jamais osé lui dire. Et Laurent, Eliane s'arrêta, incapable de continuer. « Grand-mère, qu'a fait Laurent ?» Il l'a menacée directement. Il lui a dit que si elle ne coopérait pas, il s'assurait que ni elle ni sa fille n'aient aucun avenir. Aurore fut tellement perturbée que sa tension artérielle monta en flèche. Les médecins ont tenté de la stabiliser, mais le mal était fait. Vous dites qu'il a causé sa mort? Je dis que ta mère se rétablissait jusqu'à ce qu'il apparaisse. Eliane parla avec fermeté. Je dis que le stress de cette confrontation a provoqué des complications que les médecins n'ont pas pu maîtriser. Je dis qu'Aurore est morte ce matin-là, murmurant ton nom, me demandant de te protéger des Beaumont à tout prix. Marianne ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait pas accepter que l'homme qui l'avait humiliée cette nuit-là était le même qui avait provoqué la mort de sa mère. Pourquoi ne l'avez-vous jamais dénoncé? Dénoncer un Beaumont? Eliane laissa échapper un rire amer. Avec quelle preuve? Avec quel argent pour des avocats? Laurent s'est assuré que les dossiers médicaux disaient exactement ce qu'il voulait qu'ils disent. Des complications postpartum, rien de plus. Mais maintenant, il y a des témoins. Maintenant, il y a des documents. Maintenant, il y a de l'espoir. Eliane prit les mains de sa petite fille. Quand Isabelle a su ce que Laurent avait fait, elle a juré qu'un jour la vérité éclaterait. Elle a passé ces dernières années à rassembler des preuves, à garder des documents, à préparer un dossier qui pourrait détruire l'homme qui a détruit sa famille. Le testament n'est que le début. Eliane sortit une épaisse enveloppe du fond de la boîte. C'est ce qu'Isabelle m'a envoyé 1 semaine avant de mourir. Elle m'a demandé de te le remettre quand tu serais prête, quand tu serais assez forte pour te battre. Marianne ouvrit l'enveloppe avec des mains qui ne cessaient de trembler. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, des déclarations sous serme, des dossiers médicaux originaux qui contredisaient la version officielle, des témoignages d'infirmières qui avaient assisté à la confrontation à l'hôpital. Isabelle a engagé des détectives privés pendant des années, expliqua Eliane. Elle a rassemblé tout ce qui était nécessaire pour prouver ce que Laurent a fait, mais elle savait que tant qu'elle serait en vie, il trouverait des moyens de la faire taire. C'est pourquoi elle t'a tout laissé, à toi,
parce que tu es la seule qui peut terminer ce qu'elle a commencé. Tu es l'héritière légitime. Tu es la preuve vivante de ses crimes. Et maintenant, avec ces documents, tu as l'arme pour le détruire. Marianne regarda les papiers dans ses mains. Ce n'était pas seulement des documents légaux, c'était 24 ans d'injustice attendant d'être corrigés. C'était la voix de sa mère réclamant justice d'outre-tombe. C'était l'héritage d'une arrière-grand-mère qui n'avait jamais cessé de se battre. Y a-t-il autre chose que vous devez savoir? Eliane parla avec urgence. Laurent n'est pas le seul ennemi. Que voulez-vous dire? Cette nuit, après son appel, j'en ai reçu un autre de quelqu'un qui s'est identifié comme membre du conseil d'administration d'entreprise Beaumont. Il m'a averti que Laurent convoquait une réunion d'urgence demain à midi. Il va tenter d'invalider le testament d'Isabelle avant que vous ne puissiez réclamer votre héritage. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Il a des avocats, il a des influences, il a des décennies de pratique à manipuler le système. Eliane serra les mains de sa petite fille. Mais tu as quelque chose qu'il n'aura jamais. Quoi? La vérité, et des gens prêts à se battre pour elle, comme si c'eût été un signal. Le téléphone de Marianne vibra. C'était un message d'Antoine. Mon oncle déplace ses pions. Réunion d'urgence demain au siège social. Adélaïde et moi serons à vos côtés. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. La bataille commence à peine. Marianne regarda sa grand-mère, puis les documents, puis le message sur son téléphone. Il y a 12 heures, elle était une employée de nettoyage invisible. Maintenant, elle était une héritière avec de puissants ennemis et des alliés inattendus. « Que vas-tu faire ?» demanda Eliane doucement. Marianne se leva, serrant les documents contre sa poitrine comme un bouclier. « Je vais faire exactement ce que ma mère aurait fait, ce que mon arrière-grand-mère a toujours rêvé. Je vais entrer dans cette réunion demain et je vais réclamer ce qui m'appartient. Non pas pour l'argent, non pas pour le pouvoir, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et si Laurent contre-attaque, alors il découvrira que les femmes Dubois ne nous rendons pas. » Marianne sentit une nouvelle force grandir en elle. « Ma mère ne s'est pas rendue. Mon arrière-grand-mère ne s'est pas rendue. Vous ne vous êtes pas rendu pendant 24 ans et je ne vais pas me rendre maintenant non plus. » Eliane sourit pour la première fois de cette longue nuit. « Ta mère serait si fière de toi. Je sais, grand-mère. » Marianne se pencha pour embrasser la femme qui avait tout sacrifié pour la protéger. « Je sais. » Dehors, l'aube commençait à peindre le ciel de tons dorés. Un nouveau jour naissait et avec lui une nouvelle Marianne, une qui n'avait plus peur, une qui connaissait enfin sa vérité, une qui était prête à se battre. Le bâtiment des entreprises Beaumont se dressait comme une forteresse de verre et d'acier au cœur financier de la ville. 40 étages de pouvoir concentré, de décisions qui affectaient des milliers de vies, de secrets gardés dans des coffres forts numériques et physiques. Marianne observait la structure depuis le trottoir d'en face, sentant le poids des documents dans son sac comme s'il s'agissait de pierres. À ses côtés, Antoine consultait son téléphone avec une expression tendue. « La réunion commencera dans 30 minutes, dit-il sans lever les yeux. Mon oncle a convoqué tous les membres du conseil d'administration, 12 personnes qui contrôlent le destin de cet empire. Combien seront de notre côté? Honnêtement, je ne sais pas. » Antoine la regarda finalement. « Adélaïde a de l'influence sur 3 d'entre eux. J'ai des liens avec 2 autres. Mais Laurent a bâti des loyautés pendant des décennies. Certains lui doivent des faveurs, d'autres ont peur de lui. Et vous? Demanda Marianne. Pourquoi faites-vous cela? C'est votre famille, votre héritage, tout ce que vous connaissez. Antoine garda le silence un instant, son regard perdu quelque part à l'horizon. Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé mon père en pleurs dans son bureau. C'était la seule fois que je l'ai vu pleurer. Je me suis approché et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Marianne secoua la tête. Il m'a dit qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie quand il était jeune, qu'il avait abandonné la seule femme qu'il ait vraiment aimée, parce que sa famille lui avait exigé autre chose et que cette erreur le hanterait jusqu'à la tombe. Isabelle. Il n'a pas mentionné son nom, mais maintenant je sais qu'il parlait d'elle. Antoine soupira. Mon père est mort 3 ans plus tard. Il n'a jamais surmonté ce regret et mon oncle Laurent s'est assuré que les Beaumont resteraient ce qu'ils ont toujours été, une famille qui détruit tout ce qu'elle ne peut pas contrôler. C'est pour ça que vous avez fouillé les archives? C'est pour ça que j'ai dédié les 5 dernières années à découvrir quels secrets cette famille cachait. Antoine se tourna pour la regarder directement. Quand je vous ai vu dans le salon hier soir, dansant avec cette grâce impossible, j'ai su immédiatement que vous étiez spécial, mais je n'imaginais pas à quel point. Avant que Marianne ne puisse répondre, un véhicule s'arrêta à côté d'eux. Adélaïde Beaumont descendit avec une expression déterminée, accompagnée d'un homme âgé qui portait une mallette en cuir usé. Marianne, Antoine, je vous présente maître Joachim Fournier. Adélaïde fit les présentations. C'est l'avocat qu'Isabelle a engagé il y a 15 ans pour gérer son testament. Il a tout gardé secret jusqu'à présent. Fournier tendit la main à Marianne avec une révérence presque solennelle. « Mademoiselle Dubois, c'est un honneur de vous rencontrer enfin.
Votre arrière-grand-mère parlait constamment de vous lors de nos réunions. Elle disait qu'un jour vous changeriez le destin de cette famille. Je ne veux rien changer, répondit Marianne. Je veux juste la justice. Parfois, la justice est le plus grand de tous les changements. Fournier sourit sagement. J'ai tous les documents légaux prêts. Le testament d'Isabelle est irréfutable. Les actions qui vous reviennent sont dûment enregistrées dans des juridictions internationales où Laurent n'a aucune influence. Alors, pourquoi sommes-nous inquiets? Parce que Laurent ne se battra pas sur le terrain légal, Adélaïde intervint. Il se battra salement. Il tentera de vous discréditer, d'invalider votre identité, de remettre en question la légitimité de votre lignée. Il a des avocats qui ont passé des décennies à apprendre à contourner la loi sans la briser. Mais nous avons des preuves. Marianne toucha son sac à main. Les documents que ma grand-mère a gardés, les dossiers médicaux originaux, les déclarations sous serment que nous présenterons au moment opportun. Fournier hocha la tête. Mais d'abord, nous avons besoin que le conseil d'administration entende votre version. Nous avons besoin qu'il vous voie comme ce que vous êtes. L'héritière légitime d'Isabelle Moreau et par extension d'une partie significative de cet empire. Le groupe commença à marcher vers l'entrée du bâtiment. À chaque pas, Marianne sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Sa mère avait parcouru ce même chemin 24 ans plus tôt, affrontant les mêmes ennemis. Luttant pour les mêmes principes, Aurore n'avait pas survécu à cette bataille. Mais Marianne n'était pas Aurore. Elle avait quelque chose que sa mère n'avait jamais eu. Des alliés au sein du système, des preuves irréfutables et 24 ans de rage accumulée qui avaient enfin un objectif clair. Le hall du bâtiment était un spectacle de marbre poli et d'art moderne qui coûtait plus que ce que Marianne gagnerait en 1000 vies de travail. Des cadres en costumes impeccables marchaient avec cette urgence artificielle de ceux qui croient que chaque seconde a une valeur monétaire. Plusieurs d'entre eux s'arrêtèrent pour regarder le groupe passer. Des murmures commencèrent à se propager comme des ondes dans un étang. Les rumeurs ont commencé, observa Antoine. Pour midi, toute la ville saura qu'une héritière inconnue réclame une partie de l'Empire Beaumont. Bien, Marianne leva le menton. Qu'ils sachent, l'ascenseur privé les mena au 40e étage, où les bureaux du conseil d'administration occupaient un espace qui rivalisait avec certains musées en taille et en opulence. Une réceptionniste les attendait avec une expression nerveuse. « Madame Beaumont, Monsieur Antoine », salua-t-elle d'une voix tremblante. « Monsieur Beaumont vous attend dans la salle de réunion, mais… » Elle regarda Marianne avec incertitude. « Je n'ai pas d'instructions concernant mademoiselle. Mademoiselle Dubois est mon invitée personnelle. » Adélaïde parla avec une autorité qui n'admettait aucune réplique. Et elle a tout le droit d'être présente à cette réunion. La réceptionniste hocha rapidement la tête et les guida dans un couloir flanqué de portraits des patriarches Beaumont. Des hommes aux expressions sévères qui avaient bâti des fortunes sur les épaules de milliers de travailleurs invisibles. Au bout du couloir, Marianne s'arrêta devant un portrait qui la fit retenir son souffle. C'était une jeune femme, magnifique, aux yeux brillants de détermination et un sourire qui suggérait des secrets gardés. Sur la plaque dorée sous le portrait, on lisait « Isabelle Moreau de Beaumont, bienfaitrice 1955 à 2021 ». « Isabelle a un portrait ici ?» demanda Marianne, surprise. « Mon oncle l'a mis après sa mort », Antoine expliqua avec amertume. Pure hypocrisie. Il a détruit sa vie et l'a ensuite honorée publiquement pour sauver les apparences. Ou peu, était-ce un rappel ? Adélaïde ajouta doucement. Un rappel de la femme qu'il n'a jamais pu dominer, qui n'a jamais cédé à sa cruauté, qui est morte plus libre qu'il ne le sera jamais. Marianne toucha doucement le cadre du portrait. Pour la première fois, elle voyait le visage entier de son arrière-grand-mère et dans ses yeux peints à l'huile, elle retrouva le même feu qui brûlait dans sa propre poitrine. « Allons-y », dit-elle. « Finalement, il est temps de terminer ce qu'elle a commencé. » Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent, révélant un espace dominé par une table ovale en acajou qui devait avoir au moins 50 ans. 12 chaises en cuir entouraient la table, 11 d'entre elles occupées par des hommes et des femmes qui irradiaient pouvoir et inconfort à parts égales. Et en bout de table, Laurent Beaumont attendait avec l'expression d'un prédateur acculé. « Voyons, voyons », sa voix coupa l'air comme un couteau rouillé. « Ma chère épouse a décidé d'amener l'imposteur directement à notre table. Quelle émotion ! Ce n'est pas une imposture. » Adélaïde s'assit à sa place désignée sans broncher, et ce conseil va entendre pourquoi. Ce conseil n'a pas de temps pour des fantasmes d'héritage perdu. Laurent frappa la table. J'ai convoqué cette réunion pour discuter des affaires sérieuses de l'entreprise, non pas pour divertir les illusions d'une employée de nettoyage. Ex-employée. Marianne parla pour la première fois, sa voix étonnamment ferme. Vous vous êtes vous-même chargé de me licencier hier soir, juste avant de menacer de détruire ma vie. Des murmures parcoururent la table. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards gênés. Menace ? Un homme âgé au fond de la table leva un sourcil. « Laurent, de quoi cette jeune femme parle-t-elle » ? « De rien de pertinent, Sébastien. »
Laurent rejeta d'un geste. Elle a eu une altercation avec la sécurité lors du bal d'hier soir. Elle est rancunière et cherche à se venger. Je cherche la justice, Marianne corrigea. Ce qui n'est pas la même chose. Elle se tourna vers l'homme qui avait parlé. Sébastien Marchand, d'après la plaque devant son siège, avait l'air de quelqu'un qui avait vu trop de jeux de pouvoir pour se laisser tromper facilement. « Monsieur Marchand, avez-vous connu Isabelle Moreau ?» Le silence qui suivit fut révélateur. Sébastien regarda brièvement Laurent avant de répondre. « Je l'ai connue il y a de nombreuses années. C'était une femme extraordinaire. C'était mon arrière-grand-mère. » La déclaration tomba comme une bombe dans la salle. Plusieurs membres du conseil se penchèrent en avant avec un intérêt renouvelé. « C'est impossible. » Une femme aux cheveux argentés intervint. « Isabelle n'a jamais eu d'enfant. Isabelle a eu une fille en secret il y a 48 ans. » Maître Joachim Fournier s'avança en ouvrant sa mallette. Une fille nommée Aurore, fruit de sa relation avec Armand Beaumont, le frère aîné de Laurent. La mention d'Armand provoqua des réactions visibles. Certains pâlirent, d'autres froncèrent les sourcils. Il était clair que le nom du patriarche décédé générait encore des remous dans ses eaux corporatives. Aurore Beaumont, bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce nom de famille, a été élevée en secret par une femme nommée Eliane Dubois. Fournier continua. Elle a épousé un homme nommé Pierre Dubois et a eu une fille, Marianne, la femme que vous avez devant vous. Et quelles preuves avez-vous de ces affirmations? Laurent cracha les mots. Des contes de vieilles femmes séniles. J'ai le testament original d'Isabelle Moreau, dûment notarié et enregistré. Fournier sortit un document et le plaça sur la table. Un testament qui nomme Marianne Dubois comme son unique héritière universelle. Ce testament est frauduleux. Laurent se leva. Isabelle était mentalement incapable dans ces dernières années. Tout document qu'elle aurait signé peut être invalidé. Incapable, Adélaïde laissa échapper un rire amer. Isabelle correspondait avec moi jusqu'à une semaine avant sa mort. Elle était plus lucide que jamais. De plus, Fournier ajouta, j'ai des certificats médicaux de 3 psychiatres indépendants qui ont évalué Isabelle pendant les 5 dernières années de sa vie. Tous s'accordent à dire qu'elle était en pleine possession de ses facultés mentales. Laurent serrait les poings avec tant de force que ses phalanges devenaient pâles. Le piège qu'il avait préparé pendant des décennies s'effondrait sous ses yeux. Même si tout cela était vrai, intervint un autre membre du conseil, une femme nommée Régine Lefebvre. Quelle est la pertinence pour cette entreprise? Le testament d'Isabelle est une affaire personnelle, non corporative. Il a toute sa pertinence. Antoine se leva, sortant le dossier qu'il avait montré la veille, car parmi les biens qu'Isabelle a laissés à Marianne se trouvent des actions de cette entreprise, des actions originales qui représentent 40% du capital fondateur. Le silence qui suivit fut absolu. C'est impossible. Régine pâlit. Ces actions ont été dissoutes il y a des décennies. Elles ont été cachées, Antoine corrigea. Mon grand-père les a données à Isabelle en compensation lorsque mon père l'a abandonnée enceinte. C'était sa façon de s'assurer qu'elle et sa fille auraient une sécurité financière. Mais quand mon père est mort, Laurent a convaincu tout le monde que ces actions n'avaient jamais existé. Est-ce vrai? Sébastien Marchand regardait Laurent avec une expression qui mêlait l'incrédulité à quelque chose de plus dangereux. La déception. Ce sont des mensonges, Laurent insista, mais sa voix avait perdu toute conviction. Des fabrications d'un neveu rancunier et d'une imposture opportuniste. Alors, cela ne vous dérangera pas que nous présentions les documents originaux. Fournier sortit une autre liasse de papier. Certificat d'action signé par le fondateur lui-même, Octave Beaumont, daté d'il y a 48 ans, enregistré dans des banques suisses où Laurent n'a pas de juridiction. Les documents passèrent de main en main autour de la table. Avec chaque membre qui les examinait, la position de Laurent s'affaiblissait davantage. Y a-t-il autre chose? Marianne parla, sentant que c'était le moment de révéler la carte la plus puissante, quelque chose qui va au-delà des actions et des héritages. Elle sortit de son sac à main les documents que sa grand-mère lui avait remis la veille, les dossiers médicaux, les déclarations sous serment, les preuves de ce qui s'était réellement passé la nuit où Aurore était morte. Ma mère, Aurore Dubois, n'est pas morte de complications postpartum. Sa voix tremblait, mais ne se brisait pas. Elle est morte 3 jours après avoir donné naissance, après une confrontation avec Laurent Beaumont à l'hôpital où elle se remettait. Mensonge, Laurent frappa la table. Mensonge absolu. J'ai des déclarations de 2 infirmières qui étaient présentes cette nuit-là. Marianne continua. Des infirmières qui ont vu Laurent Beaumont entrer dans la chambre de ma mère, exigeant qu'elle lui remette son bébé, qui ont entendu les cris, qui ont vu ma mère s'effondrer après cette confrontation. Ces infirmières peuvent dire ce qu'elles veulent pour de l'argent. Laurent se défendait, mais une sueur visible commençait à perler sur son front. L'une d'elles est morte il y a 5 ans. Marianne admit, mais l'autre est vivante et est prête à témoigner publiquement sur ce qu'elle a vu cette nuit-là. Qui?
La question sortit de plusieurs lèvres simultanément. Elle s'appelle Clémence Laval. Marianne regarda directement Laurent. Elle vit actuellement à l'étranger, où vous ne pouvez pas l'atteindre. Isabelle l'a aidé à s'échapper il y a 15 ans, lorsque vous avez commencé à poser des questions gênantes sur les témoins du passé. Laurent s'affaissa sur sa chaise, toute prétention de contrôle l'abandonnant. Pour la première fois, les membres du conseil le voyaient tel qu'il était vraiment, un homme désespéré dont les mensonges le rattrapaient enfin. Cela nécessite une enquête complète. Sébastien Marchand parla avec autorité. Je propose que nous suspendions Laurent Beaumont de toutes ses fonctions exécutives jusqu'à ce que ses accusations soient dûment étudiées. Vous ne pouvez pas faire ça, Laurent rugit. Cette entreprise est à moi. Cette entreprise appartient à ses actionnaires, Régine Lefebvre répondit froidement. Et si ce que cette jeune femme dit est vrai, vous avez menti à ce conseil pendant des décennies. Deuxième, un autre membre ajouta. Troisième, un par un. Les mains se levèrent autour de la table. Adélaïde, Antoine, Sébastien, Régine, d'autres dont Marianne ne connaissait pas les noms, mais dont les visages montraient le même dégoût face aux révélations. Lorsque le vote fut terminé, 9 membres sur 11 avaient voté en faveur de la suspension. Laurent Beaumont, l'homme qui avait contrôlé cet empire pendant des décennies, venait de perdre son pouvoir en quelques minutes. Mais tandis que les autres célébraient silencieusement la victoire, Marianne remarqua quelque chose qui la fit frissonner. L'expression sur le visage de Laurent n'était pas celle de la défaite, c'était celle du calcul, de plans qui n'avaient pas encore été révélés. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens, il murmura quelque chose que seule Marianne put entendre. « Ce n'est pas fini. Il y a des secrets que même Isabelle ne connaissait pas. Des secrets sur votre père, sur la façon dont il est réellement mort. Demandez à votre grand-mère ce qui est arrivé à Pierre Dubois. Demandez-lui pourquoi elle ne vous a jamais parlé de lui. » Avant que Marianne ne puisse répondre, les agents de sécurité escortèrent Laurent hors de la salle, mais ces mots restèrent, empoisonnant l'air de victoire de nouvelles questions. Son père, Pierre Dubois, l'homme dont sa grand-mère ne parlait jamais, l'homme dont Marianne avait appris à ne pas remettre en question l'existence, que lui avait-on encore caché? Quels autres secrets attendaient dans l'ombre et le plus troublant? Pourquoi Laurent souriait-il en étant emmené hors de la salle, comme s'il savait quelque chose qui allait tout changer? La bataille du jour était terminée, mais la guerre commençait à peine. Les mots de Laurent résonnaient encore dans l'esprit de Marianne, alors que l'ascenseur descendait les 40 étages du bâtiment des entreprises Beaumont. Demandez à votre grand-mère ce qui est arrivé à Pierre Dubois. Demandez-lui pourquoi elle ne vous a jamais parlé de lui. Son père, l'homme qui n'existait que sur une photographie usée que sa grand-mère gardait au fond d'un tiroir. L'homme dont le nom Eliane prononçait avec un mélange de douleur et de quelque chose d'autre que Marianne n'avait jamais réussi à identifier. « Ça va ?» La voix d'Antoine interrompit ses pensées. « Non !» Marianne répondit avec honnêteté. « Laurent a dit quelque chose avant de partir, quelque chose sur mon père. » Adélaïde et Antoine échangèrent un regard qui ne passa pas inaperçu. « Vous savez quelque chose ?» Marianne les confronta directement. « Savez-vous ce qui est arrivé à Pierre Dubois ?» Le silence dans l'ascenseur devint insupportable. Finalement, Adélaïde parla. « Il y a des choses que même nous ne connaissons pas complètement, Marianne. Mais si Laurent a mentionné votre père, cela signifie qu'il a des informations qu'il compte utiliser comme arme. J'ai besoin de parler à ma grand-mère maintenant. » Le trajet de retour à l'appartement fut le plus long de sa vie. Chaque feu rouge, chaque virage, chaque seconde s'étirait comme si le temps lui-même voulait la torturer. Quand elle arriva enfin, Marianne courut pratiquement vers la porte. Eliane était assise exactement là où elle l'avait laissée ce matin-là, comme si elle n'avait pas bougé depuis des heures. La boîte en bois était toujours ouverte devant elle, mais il y avait maintenant un autre objet sur la table, une enveloppe jaunie que Marianne n'avait jamais vue. « Je savais que tu reviendrais avec plus de questions. » Eliane parla sans lever les yeux. « Je les ai vus dans tes yeux quand tu es parti ce matin, mais j'espérais avoir plus de temps. Grand-mère, qu'est-il arrivé à mon père ?» La vieille femme ferma les yeux comme si la question était un coup physique. « Pierre » murmura-t-elle le nom comme une prière. « Mon cher Pierre. »« Votre cher ?» Marianne s'assit en face d'elle. « Vous parlez à peine de lui. En 24 ans, vous ne m'avez montré qu'une photographie. J'ai toujours pensé que c'était parce que ça vous causait de la douleur de vous en souvenir. Ça me cause de la douleur parce que sa mort a été de ma faute. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac calme, créant des ondes qui menaçaient de tout noyer. « De quoi parlez-vous » Eliane ouvrit enfin les yeux. Ils étaient remplis de larmes qui semblaient avoir attendu des décennies pour être versées. Pierre Dubois n'était pas seulement le mari d'Aurore, c'était mon fils, Marianne, mon unique fils biologique. Le monde s'arrêta. Marianne sentit le sol disparaître sous ses pieds, que la réalité elle-même se fragmentait en 1000 morceaux impossibles à reconstruire. « Ça ne peut pas être vrai. » Sa voix sortit comme un murmure. « Aurore était ma mère. Vous avez élevé Aurore. Si Pierre était votre fils,
Cela signifierait que mes parents étaient frères et sœurs adoptifs. Eliane compléta. Aurore est arrivée dans ma vie quand Pierre avait 5 ans. Je les ai élevés ensemble comme frères et sœurs. Je n'ai jamais imaginé qu'ils finiraient par tomber amoureux. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Parce que la vérité est plus compliquée que quiconque ne pourrait l'imaginer. Eliane prit l'enveloppe jaunie et la serra contre sa poitrine. Pierre a toujours su qu'Aurore était adoptée. Il a toujours su qu'ils ne partageaient pas le même sang. Mais quand ils ont découvert qu'ils t'attendaient, Laurent Beaumont est apparu dans nos vies comme une malédiction. Laurent savait pour mon père. Laurent voulait Aurore pour lui. Quand elle l'a rejeté et a choisi Pierre, son orgueil ne l'a pas supporté. Il a commencé à enquêter sur notre famille, cherchant tout ce qu'il pouvait utiliser contre nous. Eliane ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et en sortit plusieurs documents froissés. Il a découvert que Pierre avait eu des problèmes avec la justice quand il était jeune, de petits vols pour m'aider à payer les factures quand j'étais malade. Rien de grave, mais suffisant pour que Laurent l'utilise comme menace. Quel genre de menace? Il a dit à Pierre que s'il ne disparaissait pas de la vie d'Aurore, il le ferait enfermer pendant des années. Il avait des contacts dans le système judiciaire, il pouvait fabriquer des preuves, manipuler des témoins. Pierre était un homme humble, sans ressources pour se défendre. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues ridées d'Eliane. Mon fils est venu me voir cette nuit-là, anéanti. Il m'a tout raconté. Il m'a dit que Laurent lui avait donné un ultimatum. S'éloigner d'Aurore pour toujours ou faire face à une condamnation qui détruirait tout avenir qu'il pourrait avoir. Et qu'a-t-il décidé? Il a décidé de rester. Eliane sourit à travers les larmes. Il m'a dit qu'il préférait passer le reste de sa vie dans une cellule plutôt que d'abandonner la femme qu'il aimait et le bébé qui était en route. Il a dit que le véritable amour ne cédait pas aux menaces de petits hommes au portefeuille bien rempli. Marianne sentit les larmes rouler sur son propre visage. Le père qu'elle n'avait jamais connu avait été un homme de principe, de courage, d'amour inébranlable. Que s'est-il passé ensuite? Aurore a accouché. Pendant 3 jours, ils ont été les parents les plus heureux du monde. Pierre te tenait pendant des heures, te chantant des chansons qu'il inventait lui-même. Il disait que tu étais le plus beau miracle qu'il ait jamais vu. La voix d'Eliane se brisa complètement, et puis Laurent est apparu à l'hôpital. Il a exigé de vous emmener, a menacé Aurore. Il a provoqué la crise qui a mis fin à sa vie, mais ce ne fut pas sa seule cruauté cette nuit-là. Qu'a-t-il fait d'autre? Pendant que les médecins tentaient de sauver Aurore, Laurent a confronté Pierre dans le couloir de l'hôpital. Il lui a dit que tout était de sa faute, que s'il avait accepté l'accord, s'il avait disparu comme il le devait, Aurore serait vivante, que son sang était sur ses mains. Eliane sortit une feuille pliée de l'enveloppe. C'est la note que Pierre a laissée cette nuit-là. Je l'ai trouvée à côté de lui, déjà sans vie. Marianne prit le papier, avec des mains qui ne cessaient de trembler. L'écriture était tremblante, maculée de ce qui semblait être des larmes séchées de décennies auparavant. « Maman, pardonne-moi de ne pas être plus fort. Pardonne-moi d'avoir cru les paroles de cet homme. Aurore est partie et m'a emporté l'âme avec elle. Je ne peux pas vivre en sachant que mon amour lui a coûté la vie. Je ne peux pas vivre dans un monde où elle n'existe pas. Prends soin de Marianne. Dis-lui que son père l'a aimée dès le premier instant où il l'a tenue dans ses bras. Dis-lui qu'elle a été la lumière la plus brillante dans l'obscurité la plus profonde. Et s'il te plaît, ne lui raconte jamais comment j'ai fini. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec l'ombre de ma lâcheté sur ses épaules. Je t'aime, maman, et j'aimerai Aurore pour toute l'éternité. Pierre. » Marianne ne pouvait plus respirer. Les mots sur ce papier racontaient une histoire d'amour détruit, de manipulation cruelle, d'un homme brisé par un monstre sans cœur. Mon père n'a pas pu supporter la douleur et est parti. Les mots sortirent comme un murmure étouffé. Laurent Beaumont lui a volé la volonté de vivre. Eliane corrigea d'une voix chargée de décennies de rage contenue. Il lui a fait croire qu'il était coupable de la mort d'Aurore. Il l'a détruit avec des mots plus mortels que n'importe quelle arme. Pourquoi avez-vous gardé cela secret? Parce que Pierre m'a demandé de le faire. Sa dernière volonté était que tu ne saches jamais la vérité. Il voulait te protéger, même dans la mort. Mais j'avais le droit de savoir. Marianne sentit la rage se mêler à la douleur. J'avais le droit de connaître mon père, de comprendre pourquoi j'ai grandi sans lui. Je sais. Eliane baissa la tête. Et chaque jour de ces 24 années, cette culpabilité m'a rongé. Mais j'avais tellement peur, Marianne. Peur que la vérité te détruise comme elle a détruit Pierre. Peur que Laurent trouve de nouvelles façons de te faire du mal si tu en savais trop. Le silence qui suivit fut le plus douloureux que Marianne ait jamais expérimenté. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa famille, sur sa propre identité, s'était effondré en quelques heures. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose d'autre commençait à émerger. Quelque chose de plus fort que la tristesse, de plus puissant que le désespoir. La détermination. Laurent Beaumont a détruit mon père. Marianne parla d'une voix qui gagnait en force à chaque mot. Il a causé la mort de ma mère.
Il a ruiné la vie de mon arrière-grand-mère. Il m'a fait vivre dans la peur pendant des décennies et il a encore l'audace de me menacer. Marianne, à quoi pensez-vous? Je pense qu'il est grand temps que quelqu'un l'arrête. Le téléphone de Marianne sonna à ce moment-là. C'était un numéro inconnu avec un préfixe international. Elle hésita un instant avant de répondre. « Marianne Dubois ?» demanda une voix féminine avec un accent étranger. « Mon nom est Clémence Laval. Adélaïde Beaumont m'a contacté il y a quelques heures. Elle m'a dit que le moment était enfin venu de dire la vérité. » Le cœur de Marianne s'accéléra. L'infirmière qui avait tout vu, le témoin qui s'était caché pendant 15 ans. « Madame Laval, j'ai besoin de vous parler. Je sais, ma chère. C'est pourquoi j'appelle. » La voix de Clémence trembla légèrement. « Il y a des choses sur cette nuit que personne d'autre ne sait. Des choses que j'ai gardées trop longtemps parce que j'avais peur. Quel genre de choses? Laurent Beaumont n'a pas seulement provoqué la crise de votre mère avec ses menaces. Il a fait quelque chose de plus. Quelque chose que même Eliane ne sait pas. » Marianne regarda sa grand-mère, qui écoutait la conversation avec une expression de confusion. « Qu'a-t-il fait? Il a soudoyé l'un des médecins pour qu'il n'intervienne pas à temps. Il a payé pour qu'Aurore meure, Marianne. Et j'ai les preuves. » Le monde s'arrêta pour la 3e fois en cette journée interminable. « Vous avez des preuves? » Des enregistrements. Le médecin, avant de mourir il y a 3 ans, m'a tout avoué. Il était rongé par la culpabilité. Il m'a donné des cassettes où il admet ce qu'il a fait et qu'il a payé. Je les ai gardées toutes ces années en attendant le bon moment. Pourquoi maintenant? Parce que je suis malade, ma chère. Les médecins me donnent moins d'1 an et je ne veux pas quitter ce monde sans avoir rendu justice. La voix de Clémence se renforça. Votre arrière-grand-mère Isabelle m'a sauvé la vie quand Laurent a commencé à me chercher. Elle m'a caché, m'a protégé, m'a donné une nouvelle identité. Je lui dois tout. Et la meilleure façon de la rembourser est d'aider son arrière-petite-fille à terminer ce qu'elle a commencé. Où êtes-vous? Je prends un vol ce soir. J'arriverai demain matin. Adélaïde viendra me chercher à l'aéroport. Madame Laval, pourquoi risquer de revenir après tant d'années? Parce que certaines vérités sont plus importantes que la peur, Marianne, et parce que je veux regarder Laurent Beaumont dans les yeux quand il tombera enfin. L'appel se termina, laissant Marianne tenant le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Qu'a-t-elle dit? Eliane demanda d'une voix tremblante. Que Laurent n'a pas seulement provoqué la mort de ma mère, il l'a planifiée. Il a payé pour que cela arrive. Le cri qui sortit d'Eliane fut le son le plus déchirant que Marianne ait jamais entendu de sa vie. 24 ans de douleur, de doute, de culpabilité avaient enfin une explication monstrueuse. Ma petite, Eliane sanglota. Mon Aurore. Il a causé sa mort. Marianne serra sa grand-mère fort dans ses bras, sentant le corps fragile trembler à chaque sanglot. À ce moment-là, il n'y avait pas d'héritière, pas de fortune, pas de bataille corporative. Il n'y avait que 2 femmes brisées, unies par des décennies de pertes, comprenant enfin l'ampleur du mal qu'elles avaient affronté. Mais la douleur, aussi profonde soit-elle, ne pouvait arrêter ce qui était déjà en mouvement. Le téléphone de Marianne vibra avec un message d'Antoine. Mauvaise nouvelle. Laurent a convoqué une conférence de presse pour demain midi. Il va contre-attaquer publiquement. Il dit qu'il a des révélations qui détruiront votre crédibilité pour toujours. Nous devons nous préparer. Marianne lut le message et sentit quelque chose changer en elle. La peur qu'elle avait ressentie quelques heures auparavant s'était transformée en quelque chose de complètement différent. La résolution. Grand-mère, parla-t-elle d'une voix ferme. Demain, nous allons en finir avec ça. Demain, Laurent Beaumont va affronter toutes les personnes qu'il a détruites. Et pour la première fois de sa vie, il va perdre. Eliane la regarda avec des yeux encore humides, mais il y avait quelque chose de nouveau en eux. L'espoir. Ton père serait si fier de toi, ma petite, murmura-t-elle. Je sais, grand-mère. Marianne serra ses mains. Et demain, je vais honorer sa mémoire de la seule façon que je connaisse, en luttant pour la vérité jusqu'au bout. Dehors, la nuit tombait sur la ville comme un manteau sombre. Mais Marianne ne craignait plus l'obscurité, car elle savait qu'après la nuit la plus longue, l'aube arrivait toujours, et l'aube de demain apporterait la justice ou la destruction. Seul le temps le dirait. L'aube peignait le ciel de tons dorés quand Marianne eut fini de se préparer pour le jour le plus important de sa vie. Elle n'avait pas dormi. Chaque heure de la nuit avait été dédiée à la révision de documents, à l'organisation de preuves et à la préparation des mots qui rendraient enfin justice à tous ceux que Laurent Beaumont avait détruits. Eliane l'observait depuis le seuil de la chambre. Ses yeux étaient fatigués, mais remplis de quelque chose que Marianne n'avait pas vu depuis des années. La paix. Tu lui ressembles tellement, murmura la vieille femme. Aurore avait ce même regard quand elle décidait quelque chose, comme si le monde entier pouvait s'effondrer et qu'elle resterait debout. J'ai appris des femmes les plus fortes que je connaisse. Marianne s'approcha pour l'embrasser. De toi, de ma mère, d'Isabelle. Toute cette force coule dans mes veines. As-tu peur? Je suis terrifiée, admit Marianne. Mais la peur ne me contrôle plus. Maintenant, c'est moi qui la contrôle.
Le téléphone vibra avec un message d'Adélaïde. « Clémence est arrivée. Nous sommes en route. La conférence de presse de Laurent commence dans 3 heures. Il est temps d'écrire la fin de cette histoire. » Le centre de congrès métropolitain bourdonnait d'activité quand Marianne arriva, accompagnée de sa grand-mère Eliane, Antoine, Adélaïde, Maître Fournier et une femme âgée qui marchait avec difficulté, mais avec une détermination inébranlable. Clémence Laval. Des journalistes de tous les grands médias s'entassaient dans l'auditorium principal où Laurent Beaumont avait convoqué sa conférence. Les caméras pointaient vers le pupitre vide, attendant l'homme qui promettait des révélations explosives. « Quel est le plan ?» demanda Antoine alors qu'ils observaient la foule depuis une salle privée. « Nous laissons Laurent parler en premier, » répondit Marianne. « Qu'il raconte tous ses mensonges, qu'il tente de me détruire publiquement, et ensuite, quand il croira avoir gagné, nous lui enlèverons tout. »« C'est risqué, » Fournier avertit. « Si ces accusations sont convaincantes, l'opinion publique pourrait se retourner contre vous avant que nous n'ayons l'occasion de répondre. La vérité est toujours plus puissante que les mensonges. » Clémence parla pour la première fois. Sa voix était rauque mais ferme. « J'ai attendu 15 ans pour ce moment. Quelques minutes de plus ne changeront rien. » À midi pile, Laurent Beaumont monta sur le pupitre. Il portait un costume impeccable et son expression était celle d'un homme complètement sûr de sa victoire. Les caméras captaient chacun de ses mouvements tandis qu'il s'éclaircissait la gorge. « Mesdames et messieurs de la presse, merci de me joindre aujourd'hui », commença-t-il d'une voix retentissante. « Au cours des dernières 48 heures, ma famille et mon entreprise ont été attaquées par une campagne de diffamation orchestrée par des individus qui cherchent à s'approprier ce qui ne leur appartient pas. » Il fit une pause dramatique, laissant les caméras capter son expression d'indignation feinte. Une jeune femme nommée Marianne Dubois, employée de nettoyage dans l'un de mes hôtels, a présenté des documents prétendument légaux qui la lient à ma famille. Elle affirme être l'héritière d'une fortune qui, selon elle, lui a été volée. Les écrans derrière lui montraient des photographies de Marianne dans son uniforme de travail, mais j'ai des preuves irréfutables que cette femme est une imposture. Les documents qu'elle présente sont des falsifications élaborées. Le testament qu'elle dit posséder a été créé frauduleusement et les personnes qui la soutiennent, y compris ma propre épouse et mon neveu, ont été manipulées par ces mensonges. Laurent sortit un dossier et le leva théâtralement. Ici, j'ai des preuves que Marianne Dubois a des antécédents de comportements frauduleux, des registres qui démontrent qu'elle a tenté d'escroquer d'autres familles aisées par le passé. Cette femme n'est pas une héritière perdue, c'est une criminelle qui a perfectionné l'art de la tromperie. Les murmures parcoururent l'auditorium. Les journalistes griffonnaient frénétiquement sur leurs carnets. Par conséquent, j'annonce que j'engagerai immédiatement des poursuites judiciaires contre Marianne Dubois et tous ses complices. La vérité triomphe toujours des mensonges, et aujourd'hui la vérité est sur le point de triompher. Monsieur Beaumont, la voix de Marianne coupa l'air comme un éclair. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée latérale de l'auditorium, où elle marchait d'un pas ferme vers la scène, suivie par son groupe d'alliés. Qu'est-ce que c'est que ça? Laurent perdit sa contenance un instant. « Sécurité, sortez cette femme. »« Je ne ferai pas ça. » Antoine éleva la voix. « Pas si vous voulez que le monde entende ce qui s'est vraiment passé. » Marianne monta sur scène sans s'arrêter. Les agents de sécurité hésitèrent, confus sur la marche à suivre. La tension dans l'auditorium était électrique. « Mesdames et messieurs de la presse, » Marianne parla directement aux caméras. « Mon nom est Marianne Dubois. Et oui, il y a 2 jours, j'étais employée de nettoyage à l'hôtel Beaumont, mais ce n'est pas toute mon histoire. » Elle se tourna pour regarder Laurent droit dans les yeux. « Mon arrière-grand-mère s'appelait Isabelle Moreau. Elle était la danseuse la plus talentueuse de sa génération. Ma grand-mère s'appelle Eliane Dubois. Elle a consacré sa vie à me protéger d'hommes comme vous. Ma mère s'appelait Aurore Dubois, et vous avez provoqué sa mort. » L'auditorium éclata en exclamations. Laurent pâlit visiblement. « C'est une accusation ridicule !» Il tenta de reprendre le contrôle. « Vous ne pouvez pas permettre que cette femme... »« J'ai des preuves !» Marianne l'interrompit. « Et j'ai des témoins. » Elle fit un signe vers l'entrée. Clémence Laval marcha lentement vers la scène, chaque pas résonnant dans le silence absolu qui s'était emparé de l'auditorium. « Mon nom est Clémence Laval », parla-t-elle directement aux caméras. « Pendant 30 ans, j'ai été infirmière à l'hôpital central. Il y a 24 ans, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a hanté chaque nuit depuis. Cette femme n'a aucune crédibilité. » Laurent l'interrompit désespérément. « Elle a été renvoyée pour incompétence. »« J'ai été renvoyée parce que j'ai refusé de garder le silence », Clémence répondit calmement, « sur ce que vous avez fait à Aurore Dubois. » Elle sortit un petit appareil de son sac à main. « Ceci est un enregistrement du docteur Émile Girard, le médecin qui a soigné Aurore cette nuit-là. Il me l'a donné 3 ans avant de mourir, rongé par la culpabilité de ce qu'il avait fait. » Elle appuya sur le bouton de lecture. La voix du médecin décédé remplit l'auditorium. « Clémence,
Je ne peux plus vivre avec ça. Laurent Beaumont m'a payé 50 000 € pour que je n'intervienne pas quand Aurore Dubois a commencé à avoir des complications. Il m'a dit que si elle mourait, il s'assurait que ma carrière prospérerait. Si elle survivait, il détruirait tout ce que j'avais bâti. J'étais jeune, j'étais lâche, et j'ai pris la décision la plus horrible de ma vie. J'ai laissé mourir une femme innocente pour de l'argent. Que Dieu me pardonne, car je ne pourrai jamais me pardonner. Le silence qui suivit fut dévastateur. Laurent Beaumont était paralysé. Son visage était un masque de terreur tandis qu'il voyait son monde s'effondrer en temps réel. C'est une falsification, balbutia-t-il. Cet enregistrement a été manipulé. Nous avons aussi les relevés bancaires qui montrent le virement. Fournier intervint en tendant des documents aux journalistes les plus proches. Déposés sur le compte du docteur Girard, 3 jours après la mort d'Aurore Dubois. L'origine, un compte corporatif d'investissement Beaumont. Et il y a plus. Marianne continua. Après avoir causé la mort de ma mère, vous avez détruit psychologiquement mon père. Eliane s'avança, tenant la lettre de Pierre avec des mains tremblantes. Mon fils Pierre Dubois était l'époux d'Aurore. Sa voix se brisait, mais elle ne s'arrêtait pas. Laurent Beaumont l'a accusé d'être coupable de la mort de son épouse. Il l'a menacé. Il l'a torturé avec des mots jusqu'à ce que Pierre ne puisse plus le supporter. Les larmes coulaient sur les joues de la vieille femme, tandis qu'elle lisait des fragments de la lettre de son fils à haute voix. L'auditorium était complètement silencieux. Plusieurs journalistes pleuraient ouvertement. Cet homme, Eliane désigna Laurent, a détruit toute ma famille, a détruit la mère de ma petite fille, a détruit mon fils. Il m'a fait vivre dans la peur pendant 24 ans, et tout cela parce qu'il ne supportait pas qu'une femme le rejette. Marianne prit le micro une dernière fois. Laurent Beaumont n'est pas un homme d'affaires respectable. Il est responsable de tant de morts qu'il a utilisé son argent et son pouvoir pour échapper à la justice pendant des décennies. Mais aujourd'hui, devant toutes ces caméras, devant le monde entier, la vérité éclate enfin. Elle se tourna vers les caméras. Mon arrière-grand-mère Isabelle Moreau a consacré ses dernières années à rassembler des preuves pour ce moment. Elle savait qu'un jour la vérité émergerait et elle m'a laissé son héritage non pas pour que je me venge, mais pour que je construise quelque chose de mieux sur les cendres de tant de destruction. Sa voix gagna en force à chaque mot. Je vais utiliser l'héritage d'Isabelle pour reconstruire l'Académie Belle Étoile, un lieu où des filles et des garçons sans ressources pourront apprendre à danser, à rêver, à croire que leur talent vaut plus que n'importe quel certificat. Un lieu qui honore la mémoire de ma mère, de mon père et de tous ceux qui ont été réduits en silence par des hommes qui croient que l'argent peut acheter l'impunité. Les caméras captaient chaque instant, tandis que Laurent Beaumont restait immobile, complètement vaincu. « Monsieur Beaumont », Marianne le regarda directement. « Il y a 2 nuits, vous m'avez dit que des gens comme moi existaient seulement pour nettoyer les sols de gens comme vous, que la valse était pour les privilégiés et la serpillière pour les autres. » Elle fit un pas vers lui, mais vous vous êtes trompé, car cet employé de nettoyage vient de balayer tous vos mensonges devant le monde entier. Et quand la justice en aura fini avec vous, ce sera vous qui devrez apprendre à nettoyer les sols d'une cellule. Les applaudissements commencèrent lentement depuis le fond de l'auditorium. 1, 2, 10, 100 personnes debout, ovationnant la femme qui avait affronté un géant et avait gagné. Les sirènes de la police retentirent dehors. Des officiers entrèrent dans l'auditorium avec des mandats d'arrêt. Laurent Beaumont fut menotté devant les mêmes caméras qu'il avait convoquées pour détruire Marianne. Tandis qu'on l'emmenait, leurs yeux se rencontrèrent une dernière fois. Il n'y avait plus d'arrogance dans ce regard, seulement une défaite absolue. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il. « Si », Marianne répondit calmement. « C'est terminé il y a 24 ans quand ma mère a rendu son dernier souffle. Il a juste fallu tout ce temps pour que le monde le sache. » 6 mois plus tard, Marianne se tenait devant un bâtiment récemment rénové au cœur du quartier où elle avait grandi. Une enseigne lumineuse annonçait « Académie Isabelle Moreau », où les rêves dansent librement. À ses côtés, Eliane souriait avec des larmes de bonheur. Antoine et Adélaïde observaient avec fierté et devant eux, des centaines de filles et de garçons attendaient avec impatience l'inauguration du lieu qui changerait leur vie. « Voulez-vous dire quelques mots ?» demanda Antoine. Marianne hocha la tête et s'approcha du microphone installé devant l'entrée. « Il y a 6 mois, j'étais invisible, une employée de nettoyage que le monde préférait ne pas voir. Mais mon arrière-grand-mère Isabelle m'a appris à travers son héritage que le véritable talent n'a pas besoin de permission pour briller. Ma mère Aurore m'a appris à travers son sacrifice que l'amour est plus fort que n'importe quel obstacle. Mon père Pierre m'a appris à travers sa mémoire que la dignité vaut plus que la vie elle-même. Et ma grand-mère Eliane m'a appris chaque jour pendant 24 ans que l'espoir ne doit jamais être abandonné. » Elle regarda les enfants qui l'observaient avec des yeux brillants d'illusion. « Cette académie est pour vous, pour chaque fille qui rêve de danser, mais n'a pas d'argent pour des cours, pour chaque enfant qui a du talent, mais personne pour le voir, pour tous ceux qui ont un jour été invisibles
et mérite de briller. Elle prit les ciseaux de cérémonie et coupa le ruban. Aujourd'hui, les rêves dansent librement. Les applaudissements remplirent l'air, tandis que les enfants couraient à l'intérieur de l'académie, leur rire résonnant comme la plus belle musique du monde. Eliane s'approcha de Marianne et lui prit la main. « Ta mère est ici », murmura-t-elle. « Je peux la sentir. Et ton père aussi. Ils sont fiers de toi, ma petite. Si fiers. » Marianne leva les yeux vers le ciel bleu, sentant une douce brise caresser son visage. « Je sais, grand-mère, je sais. » Et pour la première fois en 24 ans, Marianne Dubois sentit qu'elle était enfin chez elle, non pas dans un bâtiment, non pas à une adresse, mais dans la vérité, dans l'amour, dans la justice qui avait mis toute une vie à arriver, mais qui était arrivée, parce que les étoiles, même si elles tardent, finissent toujours par briller. Et Marianne Dubois brillait plus fort que jamais.